Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Moneyball, Maleficent et Disobedience. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guillaume Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Je me plais à dire que ce sont les goods, the bad and the ugly, de la cinéphilie, de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, justement, je reçois une humoriste et animatrice d'un podcast que, si vous la connaissez pas encore, allez voir son matériel sur Internet, allez la voir dans des soirées d'humour, écoutez ce qu'elle fait, parce que d'ici quelques années, vous allez dire, moi, je l'ai connue avant tout le monde. Jessica Chartrand. Guilla, Allô, comment tu vas? ça va très bien, toi? Très heureux de te recevoir. Ça me fait plaisir d'être ici, Guilla. Merci d'avoir accepté. Ça fait un bout que je voulais t'inviter. Puis enfin, ça se passe. Donc, comme je disais, ça, tu as ton podcast Un peu plus qui est disponible partout où tu t'entretiens avec des humoristes, où tu essaies d'aller plus loin que ce qu'on a pu entendre à sous-écoute, à couple ouvert, tout ça. Puis tu le réussis très bien, d'ailleurs. Merci, t'es Bravo. fin, merci. Si les gens s'abonnent à ton Patreon, t'en donnes un peu plus. Oui, j'ai un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus, ouais. Des segments qui sont juste exclusifs au Patreon. Ouais. Cette année, tu as fait ton premier gala juste pour rire sur la carte blanche de Simon Gouache. Bravo. Oui, merci. C'était comment faire un gala? Ça fait 4 ans que tu fais de l'humour, si on enlève la pandémie. Bon, 3 ans, ouais. 3 ans et demi à peu près. Te retrouver en si peu de temps à faire un gala juste pour rire, c'est quand même exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Puis ça a été vraiment... Pour vrai, ça a été un des plus beaux moments de ma vie, là. Ouais. T'sais, ouais. Puis je pense que j'ai vraiment été chanceuse. C'était une belle carte blanche. Les gens qui étaient déçus étaient tous vraiment cool. La vibe dans les loges était le fun. Puis c'était vraiment le fun. Puis moi Simon Gouache, c'est un de mes idoles. Ah ouais, Fait il est formidable. de me faire sélectionner par lui, tu sais, j'ai vraiment fait OK, là c'était beaucoup, là. Ouais. C'était vraiment beaucoup en même temps. Puis il était super gentil. Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un que tu idolâtres un peu, puis tu as peur d'être déçu. Ouais. Simon, ça a vraiment pas été ça, là. J'ai vraiment été... c'est un gentleman. Ouais, il a l'air très, très cool, peu importe. Il est ce qui dégage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, il cherche pas à... Tu sais, il est connu, mais c'est pas une vedette, puis c'est ce qui fait que, tu sais, je le connais pas du tout, mais tu sais, les fois que je l'ai vu, ce qu'il dégage, c'est juste, c'est ça, c'est un gars vraiment cool qui travaille sérieusement, mais qui se prend pas au sérieux dans ce qu'il fait, puis, ah non, il est vraiment nice. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films qui t'ont marqué quand t'étais petite? Avec quoi t'as grandi comme film? Ben pas mal Walt Disney, je dirais, là. C'est Ça un va grand revenir classique. Ouais, c'est ça, on va y revenir tantôt. Mais oui, moi, Walt Disney, quand même, beaucoup, là. La Petite Sirène, c'était... Moi, ma chambre, c'était La Petite Sirène. Ah ouais, hein? Oh, ouais, là, tu sais, on y va, là. C'était vraiment ça. J'avais des vêtements à La Petite Sirène. J'ai vraiment une grosse obsession, La Petite Sirène. C'est direct dans mes années aussi, là. Ouais. Moi, je suis en 87, fait que c'était vraiment... Je pense que j'avais 4 ans, là, quand c'est sorti La Petite Sirène. Fait que, tu sais, ça devait être comme dans ces années-là. Fait que c'était vraiment dans mon développement. La Belle et la Bête, tous les films de... Quand même, les films de princesse, là, je dois dire, de Walt Disney, ouais. Ce qui me donne encore plus hâte de parler de Maléficent tantôt. Ouais. Parce que là, on va être à l'inverse du film de princesse. J'ai hâte d'entendre ton train de pensée sur ces films-là. Ben justement, rentrons dans ta liste, pas tout de suite avec Maleficent, mais avec Moneyball, film de 2011 de Bennett Miller, qui met en vedette Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Chris Pratt et Robin Wright. Ça raconte quoi, Moneyball? Moneyball, c'est l'histoire d'un DG qui est joué par Brad Pitt, des Aces d'Oakland. Ouais. Lui, dans le fond, c'est un joueur qui a été déjà repêché auparavant. C'était vraiment un prodige, là. C'était un peu le Alexandre Daigle, là, des Canadiens, là, dans le sens que c'était un joueur que personne n'avait vu. Il était recruté. Il y avait des scholarships un peu partout, là. Les gens se battaient pour l'avoir dans leur équipe, mais ça a foiré. Ça a chié. Genre, je pense qu'il a fait une saison. Il a vraiment pas été le joueur qui était supposé être. Puis vraiment comme Alexandre Daigle.
Vraiment comme Alexandre Daigle, c'est vraiment ça. Ouais. Puis il est devenu, dans le fond, DG, puis c'est lui qui recrute les joueurs, puis qui s'occupe, dans le fond, gérer l'équipe. Puis les Aces d'Oakland, à ce moment-là, c'est une équipe qui ils venaient de terminer leur saison en perdant le dernier match de la saison. Donc, ils n'ont pas remporté, c'est pas la coupe, là, mais en tout cas, le championnat de baseball. Ouais. Puis là, ils perdent leurs 3 meilleurs joueurs. Fait que là, ça commence dans la scène... une des premières scènes, c'est ils sont dans ils sont tous ensemble, les recruteurs, puis tout avec Brad Pitt. Puis là, ils se demandent quoi faire. Puis Brad Pitt, il va voir le propriétaire de l'équipe, il peut pas avoir plus de budget. Puis bon, là, c'est un peu qu'est-ce que tu vas faire pour remplacer tes 3 meilleurs joueurs qui sont partis signer des contrats super lucratifs. Puis c'est vraiment l'histoire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la MLS, il n'y a pas de plafond salarial. Fait qu'il y a beaucoup d'injustices dans bon, c'est sûr que c'est toutes des équipes qui valent des millions, mais il y en a qui valent 8 millions, comme il y en a qui valent 350 millions, exact. Et ils n'ont pas les mêmes budgets. C'est ça. Ce qui fait que les Aces d'Oakland, c'est pas eux qui peuvent avoir les budgets pour remporter des matchs et des championnats. Puis, c'est ça, c'est une guerre de sacoche. Là, quand tu y penses, c'est carrément ça. Il faut qu'ils affrontent eux autres, ils ont peut-être comme 26 millions en leur possession, puis ils essayent d'avoir un championnat contre des équipes qui ont 350 millions, littéralement, comme les Yankees puis les Red Sox. Fait que là, il s'en va essayer de recruter d'autres joueurs, puis il rencontre Jonah Hill, qui est là, puis qui est un peu là, un underdog, mais un petit génie du recrutement, très dans la statistique, qui était vraiment pas encore à ce moment-là. Je pense que le film date, c'est en 2011, mais je crois que ça se passe dans les années 90, puis c'était pas encore les statistiques là, comme c'était aujourd'hui, mais lui, il est très là-dedans, là, très avant-gardiste là-dedans. Puis Brad Pitt le voit, puis il l'achète carrément aux Indians, puis il devient, dans le fond, son bras gauche, droit, peu importe, là, du recrutement. Puis ils réussissent à faire une équipe avec juste des stats en payant genre des joueurs qui valent que soit leur carrière est semi-finie ou que dans le fond, tous les underdogs de toutes les autres équipes, eux autres, ils prennent ça. Ouais. Puis des jeunes joueurs en qui personne n'a d'espoir aussi. Exact. Puis ils réussissent à se rendre... en fait, ils battent le record de 20 victoires consécutives qui n'a jamais été fait. Ils perdent encore, c'est ça. C'est que j'aime toute de cette histoire-là parce que ils gagnent pas. C'est pas un film, c'est un fait. C'est arrivé pour vrai, là. C'est tous des gens qui existent pour vrai. Puis ils remportent pas le championnat pour autant. Puis Brad Pitt, à la fin, il se fait offrir une offre de 12 500 000 qui faisait de lui le DG le mieux payé de l'histoire du baseball, et il la refuse. Puis ils décident de rester là, puis ils gagnent pas plus. Mais les Red Sox, eux, gagnent parce avec la méthode de Brad Pitt. Oui. Puis les Red Sox vont toujours finir par gagner. Ouais. C'est la plus grande équipe de vainqueurs, en tout cas au baseball. Là. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans un film comme ça? Parce que c'est un film, ça peut avoir de l'air froid en apparence, puis c'est un film sur un gars qui, pour ainsi dire, crée un algorithme. Là. Absolument. C'est vraiment ça. C'est un film de stats. C'est Jonah Hill qui est derrière un ordinateur quasiment tout le long avec ses chiffres, ses colonnes. C'est un film de gens qui trippent sur Excel, j'ai l'impression. Puis en le décrivant, tu fais « Ouais, j'irai pas le voir, tu sais, de ma description. » Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est ça. Moi, là, je pense que... C'est pas la première fois, je vais pas dire ça, mais j'aime tellement ce film-là pour l'humour. C'est de l'humour très visuel. Jonah Hill, là-dedans, il est excellent. Il y a des scènes où il se passe rien. Là. Il y a une scène que moi j'adore. Là. Il est juste assis de côté, puis il y a des feuilles qui s'impriment dans son imprimante, mais son nom verbal, il est bien joué. Il est awkward as fuck dans ce film-là. Puis on l'aime, on s'attache à lui. Tout est drôle, les jokes sont drôles. Brad Pitt, il mange sans arrêt durant le film des Twinkies, de la merde. Il s'enfile des peanuts tout le temps quand il est stressé. Puis genre, c'est vraiment bon. Ouais. J'aime l'humour très sombre. On n'est pas dans le gros gag. On est vraiment dans la finesse du jeu. Puis vraiment, Jonah Hill puis Brad Pitt, je veux dire, c'est des gens qui sont capables d'être dans la finesse du jeu. Là. Puis Brad Pitt, il est capable d'être extrêmement drôle comme acteur. Dans Burn After Reading, bon, il joue plus gros, plus tata, mais il est capable de... Tu sais, dans ce film-là, il y a une espèce de barbe. Tu sais, il a l'air de Luc Ferrandez, là, pour ceux qui ont le référent. Une espèce de coupe de cheveux de blocs Lego, là, tu sais. Il a son espèce de grosse barbe, ses grosses lunettes, puis il est comme... non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Je le mélange avec un autre film, mais
Ouais, c'est une espèce de coupe de cheveux qui se peut pas, puis il a pas de l'air en santé dans ce film-là. Il a pas l'air bien dans sa peau, mettons. Il a pas l'air bien. Mais c'est vrai qu'il est super. Mais c'est ça. Ouais, non, l'autre film auquel je pensais, c'était The Big Short. Ou est-ce que c'est ça qui ressemble à Luc Ferrandez? Puis là-dedans aussi, il est super drôle, mais dans un jeu on dirait que ça se peut pas que ce soit Brad Pitt qui joue ça. Puis même dans Moneyball, c'est ça. Là, c'est comme... Tu sais que c'est lui, mais il se ressemble pas à ses autres rôles qu'il a pu faire avant. Non, c'est ça. Puis, ouais, exactement. Ça ressemble pas. C'est vraiment subtilité. Il joue pas. Il est beau, il est succulent, Brad Pitt. Là, ça l'enlève pas ça. Mais là, c'est pas ça du tout. Il y a pas de fille après lui. Il y a pas d'histoire d'amour dans ce film-là. C'est vraiment juste. Il y a un peu la relation avec sa fille. C'est une belle relation. Puis, il y a pas de. Mais c'est un gars qui est quand même sain d'esprit à la base. Il n'y a pas de torturation. C'est vraiment tout est dans le baseball, les stats, puis ces deux gars-là qui se rencontrent puis qui réussissent à faire quelque chose qui a pas rapport. Puis je trouve ça... Il y a beaucoup de straps là-dedans qui me... Quelqu'un qui est comme... Tu sais, il était désespéré un peu. Il a rencontré ce dude-là, il a fait confiance à 100%, puis il est allé le tout pour le tout, puis... Tout est contre lui, le coach est contre lui, tout le monde est en tabarnak, personne ne comprend ce qu'il fait. Au début, ça chie, là. Au début, leur équipe, ils perdent genre 17 games en ligne, ça va pas du tout, là. Puis tout le monde est juste comme, gars, ça marche pas, c'est de la merde. Puis lui, il continue de persévérer, puis finalement, il réussit à faire quelque chose qui n'a jamais été recréé, là. C'est un système qui a fait des petits dans d'autres sports aussi, là. Il y a d'autres branches du sport qui ont fini par adopter un système qui a été fait par les Aces d'Oakland. C'est ça, ouais, je dis qu'il n'a jamais été recréé, mais en fait, il a créé quelque chose qui n'avait pas de précédent, en fait. C'est plus ça, là, le mot, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, je trouve ça impressionnant. Moi, ça, tout était à faire. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un bon film de sport où c'est pas juste le fameux cliché de ils vont gagner à la fin, puis le corps arrière va avoir la fille, puis c'est pas ça. Là. C'est ça, parce que la victoire, c'est pas la coupe, mais c'est le respect qu'ils gagnent auprès des autres équipes, en fait. C'est que les autres équipes regardent, puis ils font ah, OK, il y a une belle progression chez les Aces d'Oakland. Ils ont réussi quelque chose que nous, on n'a pas vu venir, même si on gagne des coupes, parce qu'on a de l'argent. Puis eux, ils gagnent. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça. T'es-tu une passionnée de sport? T'es-tu quelque chose qui t'attire? T'as parlé d'Alexandre Daigle tantôt. T'aimes ça le sport? Quand même beaucoup, ouais. J'aime beaucoup le hockey. Je serais fan des Canadiens. Okay. J'aime beaucoup ça. J'aime pas les sports. Puis c'est ça la contradiction avec le hockey. J'aime pas les sports violents, là, moi, comme la boxe. T'sais, comme là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a une fille qui est presque décédée là, dans un... Puis ça, moi, ça me rend mal à l'aise, là, ces affaires-là. Ouais, fille de 18 ans, là, c'est épouvantable. Ouais, moi, puis tu sais, Kim Clavel, je la trouve vraiment cool, mais j'ai vraiment la difficulté à comprendre que tu peux fesser sa gueule du monde en société, dans la vie. Là, c'est vraiment difficile pour moi de comprendre ça. Là. Ouais. Fait que ça, tous ces sports-là, UFC, puis tout, je comprends, mais moi, je suis incapable de regarder ça. Incapable. Ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'au baseball, il n'y a pas de violence. Exactement. c'est des bonhommes qui peuvent avoir une petite bedaine qui se lance des balles dans un champ. Ben, ça, ils n'ont plus de bedaine, là, mais longtemps, c'était un sport de monsieur avec des bedaines de bière qui se lançaient des balles, puis let's go, c'est ça le sport. Pis exact. Tous les sports, c'est des attaques, c'est des termes guerriers, puis là, c'est une balle papillon, balle chandelle. Faire le tour du diamant. Oui, c'est ça. Puis il y avait beaucoup... C'est là que tu vois aussi... J'aimais l'envers du décor de ce film-là, de comprendre comment ça se passe derrière, de la pression qu'ils ont, ces gens-là, de créer cette équipe-là. Puis tu te rends compte, ça m'a fait découvrir aussi, c'était pas le baseball, c'est pas un sport que je connais full, tu sais, mais je trouvais ça cool de... Tu comprends la stratégie qu'il y a derrière, là, comme, OK, les buts volés, on en fait-tu pas? C'est une décision de, comme, qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, de dire à un gars que lui, c'est sa spécialité de voler des buts, faire, ah, gars, ici, on n'en volera pas des buts, fait qu'on va te montrer d'autres choses, puis de faire, OK, tu sais, comme toutes ces stratégies-là, puis que ça finit par payer, puis tu fais... C'est cool aussi, tu sais, cette gestion-là du risque, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais ce qui est le fun, je peux pas... Je suis jamais allé voir une game de baseball, mais des fois, je regarde des vidéos sur YouTube des meilleurs moments du baseball, de game, peu importe. J'ai pas d'équipe préférée, j'aime juste regarder des gens jouer au baseball, mais c'est dans la lenteur parce que, comme tu dis, chaque coup est anticipé et réfléchi. C'est plus proche des échecs que d'un sport
que d'un sport de terrain. Tu sais, c'est vraiment un sport de décision. Ils ont tout leur langage secret quand ils se font les signes de comment il faut que tu frappes la balle, comment tu vas envoyer la balle, comment toi tu vas te mettre à courir. Puis c'est tous des gestes secrets qui sont des fois renouvelés de match en match, mais ça se rapproche plus des échecs en fait que n'importe quoi d'autre. Quand même beaucoup, ouais. Cette décision-là de t'as une fraction de seconde pour décider, comme au hockey aussi, je lance-tu ou je passe, ou je passe-tu ou c'est une fausse balle, comme justement, puis je vais te retirer si je... Des fois, comme tout ça, c'est fascinant quand même de faire comme ces gens-là, c'est ça leur vie, là, de prendre des décisions à une fraction de seconde. Ouais. Je vais faire un parallèle avec toi parce que on pourrait dire qu'arriver en humour à 30 ans, c'est tard. Mm-hmm. Ce qui n'est pas vrai du tout. Parce que il y a plein d'exemples de gens qui ont commencé en humour, passé la trentaine, ils vont des chaînes, il y en a plein. Là. Mais j'avais lu dans une entrevue que ça faisait longtemps que tu voulais faire ça. Mm-hmm. À quel moment dans ta vie t'as vu un show, t'as vu quelque chose, t'as fait hey, j'aimerais ça, mais je suis retenu, quelque chose qui me retient, mais Colin, ça me parle, puis tout ça. Ça a été quoi la bougie d'allumage? La bougie d'allumage a été tôt quand même. Moi, mettons, je pense que j'avais, je vais pas dire de la merde, là, mais genre 21 là, peut-être. Là. Okay. Puis je suis allée pour la première fois voir une soirée d'humour au Saint-Cyboire. Feu Saint-Cyboire. Oui, et, bien nommé Feu Saint-Cyboire. Exactement. C'est un bar qui a brûlé, pour ceux qui n'ont pas le référent. Oui. Et là, c'était Corinne Côté qui animait. Et c'est la première fois que je la voyais, moi, Corinne, à ce moment-là. Puis moi, à ce moment-là, ce que j'avais comme tu sais, j'aimais beaucoup Cathy Gauthier, j'aimais beaucoup Louis-José, tu sais, toutes les... Bon, j'avais leur DVD, tout, c'est ce que je connaissais de l'humour, le très, on va dire, commercial, grand public, ce qui se passe en gala, puis très tout. Populaire. Exactement. Mais j'ai toujours été, tu sais, vraiment... J'allais voir Louis-José, puis ça me faisait de quoi en dedans, là, tu sais, mais on dirait que je comprenais que Louis-José, t'es comme, ben, je suis pas proche d'être ça, là, tu sais. C'est pas ça. Ouais, c'est inatteignable. Le niveau de Louis-José, c'est ça. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Tandis que, là, d'aller voir Corinne, c'est pas, tu sais, c'est animé, c'est des V1 à chaque fois. Fait que là, à un moment donné, tu fais, ben, tu sais, ça, c'est quelque chose qui me semble plus réalisable. Parce que là, je vois qu'elle écrit des... Tu sais, quand tu vas voir un show d'humour, il n'y a jamais de gag qui rentre pas, un vrai show, un one-man show, mettons, tu sais. Ben, dans le sens qu'il y en a qui marchent un peu moins, selon probablement l'humoriste, mais c'est rare qu'il rendu un one-man show, la personne sort de là en disant « Hey, j'ai rien trouvé d'intéressant ni de drôle là-dedans. » Tu sais, comme c'est rodé, là, un show, tu sais. Mais là, j'étais comme, OK, de voir, mettons, des gens essayer des jokes, puis que ça marchait pas, puis de faire, OK, mais je comprends où il a voulu aller, j'aime l'idée quand même, je trouve ça intéressant, c'est une V1. Puis là, il collait aussi, tu sais, c'était ça au Saint-Cyboire, c'était, hey, on vient essayer des jokes, vous allez voir nos numéros, ça va finir par être des galas juste pour eux, mais pour l'instant, on essaye. Puis tu sais, là, j'étais comme, tu sais, ça a été ma première connexion avec le rodage. Puis là, ça, on dirait que ça a comme déclenché quelque chose dans ma tête, puis de voir Corinne aussi, qui avait un style qui... m'a vraiment jeté à terre. J'étais comme, cette fille-là est incroyable. Puis comme, justement, de voir comment ces gags, il y en avait des qui rentraient pas des fois, puis de voir, tu sais, la fameuse béquille du rodage, de faire comme, bon, tu sais, des espèces de comme, puis là, ça crée un rire. T'as ton pacing devant, tu tournes la page, OK. D'accord. D'accord. Ça fait que le public rit, parce qu'ils sont comme, ils embarquent avec toi, puis ils savaient, puis il y a beaucoup d'habitués, souvent, qui vont à ces soirées-là. Fait que j'étais comme, les gens sont très willing. Puis là, ça m'avait vraiment déclenché de quoi. Puis j'ai pas manqué une animation de Corinne. Ah ouais, durant toute sa saison. Ben, tu sais, presque, là. Tu sais, j'étais... C'est devenu mon go-to, là. J'allais au Saint-Cyboire, puis... Fait que là, vraiment, on dirait que ça l'a déclenché. Mais tu vois, j'ai quand même attendu à 30 ans. Attendu 9 ans avant de faire... OK, là, je me lance, puis... T'en as parlé à sous-écoute, t'en as parlé à couple ouvert, mais ça c'est venu me chercher cette histoire-là de toi qui fais de la bouffe puis qui se met à pleurer, puis c'est ton frère qui est genre qu'est-ce qu'il y a? Ouais, exact. Moi, c'est vraiment... j'ai 30 ans, j'habite avec mon frère. Je me suis séparée d'une relation difficile d'une fille avec qui j'avais une maison. Puis là, j'étais comme, j'ai réhypothéqué pour avoir... Fait que j'étais serrée financièrement, puis j'étais livreuse de poulet à ce moment-là. Puis, tu sais, j'arrivais, mais il se passait pas grand-chose dans ma vie. Puis là, j'étais comme... Puis je suis juste... Mon frère a fini de travailler à genre... Il arrive à 9h, tu sais, comme 8h30. Là, j'étais en train de faire un sauté de légumes. Puis je pars à pleurer. Puis je pleure, puis je suis pas capable de m'arrêter. Puis tout ce que je sais dans ma tête, c'est que je suis comme, c'est pas ça ta vie. C'est ça que je me répète, genre, c'est pas ça ta vie. Puis là, mon frère, il arrive, puis il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'étais genre, je sais, c'est pas ça ma vie. Puis lui, il est juste,
Je comprends. Puis c'était-tu passé quelque chose? Il était-tu arrivé quelque chose? Rien du tout? Des fois, ça a juste... Je pense que c'était juste un trop-plein, Ok, j'imagine. l'accumulation de poulet, de sentir le poulet Oui, puis la puis graisse. de te dire comme... C'est tu sais, on dirait que c'était tellement logique, ce choix-là, dans le sens que j'arrivais, tu sais, dans la vie, puis j'étais comme... Mais non, mais j'ai une maison, puis c'est correct, moi, mon argent est dans ma maison, puis tu sais, de me dire ça, mais j'étais comme... Là, c'était un peu le... Tu sais, quand ça fait longtemps que tu te trottes, puis j'étais comme... On dirait que le lendemain, ça a été clair de... Ben, j'essaye. Ouais. Je vais au moins essayer. Puis après ça, pour que ça arrête de me trotter dans la tête puis de me dire que... Il y avait vraiment quelque chose que là, c'était comme... Là, c'était trop fort, là. J'ai pas l'impression que je suis sur Terre pour juste livrer du poulet puis payer mes bills, tu sais. Ouais. J'aime mieux être cassé puis faire une passion, tu sais. Mhm. Faire quelque chose que moi, je trouve qui est... Puis comment t'as découvert qu'il y avait des cours du soir à l'école de l'humour? Parce que t'en as fait quelques-uns. Ouais, ben là, c'est justement pas ça, c'était comme en mai, je crois, là, c'est le moment-là où j'ai pleuré devant mes légumes. Puis après ça, j'ai googlé École nationale de l'humour. Je voulais faire les auditions. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des cours du soir. Puis que c'était comme, ils disaient que c'était conseillé, tu sais, de faire une session pour voir avant. Ça a l'air inatteignable, l'école de l'humour, quand t'es pas là. C'est ça. Tu sais, moi, je l'ai fait, puis une fois que t'es là, tu fais « OK, c'est ça, puis ça se peut, mais de l'extérieur, ça a l'air d'être Poudlard. » là. Oui. Ah, ben oui, 100%. Ben, puis tu sais, il y a des grosses auditions quand même, puis tu sais, tout ça, puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai fait des cours du soir, ça a été un désastre, là, mais tu sais, mais un désastre dans le sens que c'est normal, là, personne n'est bon en commençant, mais même en me plantant, je me disais, je veux refaire ça. Mm-hmm. Tu sais, comme, puis je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que les humoristes ont. C'est un peu ça qui fait que savoir si tu vas perdurer dans le temps, c'est apprendre à. Ouais, c'était de la merde à soir. Ouais. Mais ça va se placer, puis un moment donné, je vais finir. Parce que, tu sais, c'est facile d'aimer l'humour quand tout le monde t'applaudit, tu sais. Oui. Mais quand c'est difficile, puis que tu as vécu un rejet devant 75 personnes, mettons, au bordel, là, tu fais... Ouais, là, demain, il faut que j'y retourne. Ouais, puis personne sait t'es qui, fait que tu peux même pas arriver avec déjà un capital de sympathie. T'arrives, c'est comme... Salut, moi c'est Jessica Chartrand, voici mon numéro, puis les gens sont comme, c'est qui ça, là? C'est ça. Ça a besoin d'être drôle parce que je te connais pas. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais. Fait que comme Billy Bean des Aces d'Oakland, t'as décidé de miser sur toi, puis de faire, moi je me lance, puis il y a rien qui va m'arrêter, puis en 4 ans, t'as une progression fulgurante quand même. Oui. Comme les Aces d'Oakland. Quand même, oui, c'est vrai. Tu es les Aces d'Oakland. C'est un bon lien, c'est vrai. Ça doit m'interpeller pour ça. Ben, mais souvent, c'est fou des fois à quel point les films, on sait pas pourquoi on les aime, puis quand on creuse un peu, on fait « Ah ouais, ok, il y a des choses que je peux relier à ma vie. » Oui, c'est ça, exact. Parce que tout est là pour que, tu sais, c'est un peu c'est une amitié de gars, un film de sport, de baseball. Tout a l'air d'être un film, j'aime pas ça genré, là, ça par rapport de gars, mais tu sais, quand tu regardes ça rapidement un peu, tu sais, mais... Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas rien, mais c'est vraiment bon. S'il y a des filles qui écoutent et qui se demandent si l'écouter, c'est excellent. L'humour est vraiment bon. Moi, j'ai ri fort à plusieurs endroits dans ce film-là. Là. Juste de petite subtilité. Joe Noël est excellent. Ouais. T'as-tu une scène préférée du film? T'as-tu un moment... le moment où ils font des appels parce qu'ils ont des trades à faire, puis Brad Pitt il est stressé, puis justement il arrête pas de s'enfiler plein de petites bouffes. Moi ça me fait rire, c'est ce genre de gag là, tu sais, récurrent dans un film là. Comme tu commences à saisir le personnage, chaque fois qu'il est un peu stressé, il s'enfile de la merde puis je trouve ça drôle, quelqu'un qui est stressé et qui sauve des Twinkies, genre c'est un DG comme qui gagne super bien sa vie. Puis là, à un moment donné, il prend, genre, il arrête pas de manger, il y a de la bouffe partout sur son bureau, puis il attend un appel important. Puis là, il se crisse une grosse poignée de popcorn dans la gueule, puis le téléphone sonne au même moment. Puis il y a comme une seconde où il regarde Joe Noël, il crache la bouchée de popcorn, puis il reprend le téléphone. Tu sais, moi, ça me fait rire, ces affaires-là. Je trouve ça drôle, tu sais. Ouais. Puis je fais un autre lien avec toi. Maintenant, t'animes ta soirée d'humour à l'Île Noire à Montréal. Oui. Donc, faut un... Je sais pas si c'est toi qui s'occupe du booking, mais j'imagine qu'en partie, même si c'est pas toi qui l'a produit, mais c'est pas moi qui fais le booking, mais t'as ton droit de regard oui, sur qui t'invite. Puis quand tu vois des... C'est bizarre de dire des jeunes parce que t'es encore jeune dans ton expérience puis tout ça, mais quand tu vois des jeunes qui commencent puis qui ont pas nécessairement toute l'expérience puis le bagage, ou tu sais, t'as quand même 34 ans, fait que même si t'as pas l'expérience de quelqu'un qui a commencé à faire de l'humour dans la vingtaine, t'as quand même le bagage de vie de quelqu'un de 34 ans. Fait que quand tu vois un jeune qui arrive, qui a 21, 22 ans, puis qui a pas grand bagage de vie, puis qui a pas grand bagage d'humour, t'arrives-tu à déceler les talents quand même? Ah ouais, 100%. Puis
Ben, je parle souvent de Charles Brunet, mais Charles Brunet, c'est une machine. Ça par rapport, c'est une classe à part. Mais moi, à chaque fois que je le vois, je suis comme, hey, moi, là, à son âge, j'étais gelé dans un spa. Là, tu comprends? C'était pas ça ma vie. Là, j'aurais jamais. Dans un spa. J'aurais jamais pensé à faire comme. J'ai-tu des choses à dire? Puis comme, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça prend beaucoup quand même de confiance puis d'humilité pour monter sur scène puis faire non, je pense que j'ai quelque chose d'intéressant à dire, tu sais, dans une soirée, puis je trouve ça fascinant. En même temps, je comprends qu'à cet âge-là aussi, tu as une belle naïveté, que plus tu vieillis, plus tu commences à perdre cette naïveté-là, puis c'est plate, là, on la perd tous, là, tu sais, un peu cette... Fait que c'est un bel âge pour commencer aussi, mais c'est vrai que props à eux, là, parce qu'ils ont vraiment un peu moins de vécu, mais en même temps, ils ont un vécu, puis une sensibilité, puis une... Tu sais, tu te poses tellement de questions quand t'es jeune, tu te cherches tellement que je pense que c'est bon aussi pour la créativité, peut-être, tu sais. Mais non, c'est ça. Mais j'arrive à déceler pas mal souvent le talent. Puis tu sais, des fois, tu regardes du monde sur scène puis tu fais « Hey, cette personne-là est super bonne, mais je sais pas où elle s'en va avec son texte, mais il le livre très, très, très bien. C'est plate qu'il manque. Mais il y a des fois aussi où ça rentre pas pantoute, puis je suis capable de faire... Ce texte-là est excellent. Ouais. C'est juste... il va trouver une façon à un moment donné. C'est ça. Puis des fois, la performance est pas au point, le texte il est pas au point, il y a rien qui marche, mais tu regardes la personne et tu te dis « Ouais, mais il y a quand même quelque chose à faire là-dedans, il y a quand même quelque chose à déceler. » Puis c'est souvent le cas, je reviens un peu à l'école de l'humour, mais beaucoup de personnes qui sont à l'école de l'humour, quand ils sont là, c'est pas les meilleurs de leur cohorte. Puis ils sortent de l'école, puis c'est là qu'ils trouvent leur voie. Puis des gens qui sont... Puis c'est la même chose dans les bars, là, mais tu sais, pendant des années, les gens font « Hey, il est pas bon. » Puis à chaque fois qu'il arrive, il se plante, puis elle est pas bonne, puis elle, c'est ci, puis c'est ça. Puis à un moment donné, hop, elle est rendue dans un gala juste pour rire, puis pas moi. C'est ça, oui. C'est ça, parce que la personne a pris du galon. Oui, puis chaque personne a un développement, puis ça, c'est vraiment important aussi de comme... C'est important que tu réussisses à pogner un niveau rapidement de « je suis capable de survivre dans les soirées de rodage ». Genre, est-ce que je suis capable d'avoir un niveau où les gens vont me payer 25$ pour faire un 8 minutes, puis que ça soit toujours au moins d'un niveau acceptable? Puis, mais ce niveau-là, il y en a que tu peux l'avoir très, très, très longtemps, puis ça bouge pas. Tandis qu'il y en a que ça prend du temps avant qu'ils atteignent ce niveau-là, puis finalement, ils l'atteignent, puis après ça va très, très vite. Tu sais, comme là, la progression est très... Mais, tu sais, moi, les podcasts, ça m'a sauvé beaucoup aussi, là, quand je commençais à faire de l'humour, parce que ça me rassurait d'entendre, tu sais, des François Bellefeuille expliquer que ça a pris 6 ans, lui, avant qu'il trouve son personnage, puis que ça commence à fonctionner, parce que sinon, il y avait littéralement une moyenne au bâton de 40%, de 60% du temps, il se plantait, tu sais. Mais comme 60% du temps, c'est 6 shows sur 10. Là. C'est beaucoup. Là. De je me plante, puis après ça, il t'en reste 4 autres que ça va bien. T'sais. Ouais. Puis il faut trouver le courage d'aller les faire, les 4 autres. Là. C'est ça. Ça doit être pareil comme dans le sport, comme dans tout. Mais tu sais, quand tu te plantes, puis là, il faut que tu ailles jouer contre une équipe, tu sais qu'elle est forte. Faut quand même que tu ailles la prétention de dire « Ouais, on peut les battre. » C'est ça. On peut les battre. Puis quand t'es un humoriste, ça fait... 2 semaines que tu te plantes avec un numéro auquel tu crois, puis là t'arrives, tu te dis ouais, ils vont finir par trouver ça drôle, ils vont finir par aimer ça. Ce courage-là, cette persévérance-là est exemplaire, mais faut... Je sais pas si c'est de l'insouciance, si c'est être coquille, si c'est être arrogant, mais faut être capable de l'avoir. Absolument. Ce que moi, j'ai pas du tout, en fait. C'est pour ça que je fais pas de scène. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai consulté là, pour pouvoir être capable d'aller sur scène là, parce qu'au début, ça allait pas du tout. Là, du tout. Moi, mettons, justement, ma première session à l'école de l'humour, là, je faisais de l'anxiété. Là. Oh mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que je commence à faire de l'insomnie. T'sais. Mais on dirait que jamais je me suis posé la question, même en allant mal de même, je me suis jamais posé la question à me dire si tu l'humour. J'avais pas de doute. Là. Fallait que je fasse de l'humour. Fallait que tu sois là. Ça me rendait malade, mais c'était pas l'humour, c'était moi comment je le gérais. Puis là, je suis retournée voir ma psy que j'avais déjà vue auparavant, il y a quelques années. Puis j'ai eu 1 an et demi, quasiment 2 ans, je pense, de thérapie avec elle, juste pour pouvoir gérer mon anxiété de performance, puis d'être capable d'avoir une relation saine avec le stand-up. Puis moi, je me disais, hey, là, c'est pas vrai que j'ai attendu tout ce temps-là. Je vais pas en plus laisser ma santé mentale ou des affaires que
dans ta tête que juste toi. Tu sais, c'est vraiment... C'est une game mentale aussi beaucoup, le stand-up, là, dans quel état tu arrives sur scène, dans quel il y a des trucs que tu peux pas contrôler, dans le sens que tu as un deuil ou tu as un moment difficile, tu as un refus, tu montes sur scène le soir, ça se peut que tu sois pas excellent, mais il faut que tu sois capable de te pardonner. Il faut que tu sois capable de faire comme « Hey, regarde, c'est pas grave. » Puis tu contrôles pas les gens dans la salle non plus. Tu contrôles pas la journée qu'ils ont eue. Exactement. Puis il y en a qui se font traîner là de force par leur chum, leur blonde, des amis qui ont pas envie d'être là, puis t'as pas de contrôle là-dessus. C'est ça. C'était comment ton numéro à Juste pour rire? Ça s'est-tu bien passé? Ça a super bien été. Okay. Genre vraiment au-dessus de mes attentes. Puis, tu sais, j'étais tellement stressée. Il y avait 20 personnes de ma famille dans la salle. Tu sais, c'est gros, c'est capté pour la télé. Tu sais, mais ça m'a aidé Juste pour rire, dans le sens que c'était tellement important. Ça prend tellement de place dans ta tête le mois avant, les rodages et tout ça, là, tu sais. Que là, avant d'aller sur scène, j'étais dans un bon état d'esprit à me dire, j'ai pas moi, je vais le faire du mieux que je peux, puis c'est tout ce que je contrôle. Si ça va pas bien, ils vont me couper à la télé, puis personne ne va se souvenir que mon premier gala, ça n'a pas bien été. Puis de toute façon, beaucoup d'humoristes qu'on connaît qui sont très talentueux puis qui sont excellents, leur premier gala, ça n'a pas bien été. Il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, dans ma tête, je me disais, c'est vraiment pas grave. Ouais. Parce que, je reviens à Moneyball, tu t'es rendu là. Oui. Donc, à quelque part, il y a quelque chose. C'est déjà ça, la victoire que tu peux célébrer, c'est de faire... Même si les personnes qui vont te huer là, à Juste pour rire, là, le public est quand même assez docile. Au pire, les gens vont être comme... Puis ils vont t'applaudir à la fin quand même, puis il va y avoir la grosse toune de Juste pour rire qui va partir, let's go, tu sors de scène. Mais même si ça n'avait pas bien été, c'est ça, t'as réussi ce chemin-là à te rendre. Oui. C'est ça, comme dans Moneyball, comme... Oui, puis tu sais, moi, j'ai pogné ça, ce gig-là, pas d'agent, tu sais, j'étais pas signé dans aucune boîte. Fait que c'est vraiment juste moi qui envoie mon texte là, à quelqu'un qui m'a dit voici l'adresse email si jamais tu veux envoyer ton texte à Juste pour rire avec un vidéo. Fait que tu sais, moi, j'ai vraiment passé là, audition, tout le kit, là, c'est pas quelqu'un... Puis c'est pas Gouache non plus qui m'a écrit pour me dire « J'aimerais ça t'avoir », c'est pas ça. Là, c'est juste, éventuellement, il a fait « Hey, elle fait très dans ma carte blanche », mais tu sais, parce qu'il faut que tu sois attribué à un moment donné à une carte blanche. C'est les animateurs qui ont le dernier mot, mais... Fait que tu sais, c'était vraiment un comme... Mais ça aussi, ça m'a aidé de faire comme « OK, et là, ça se passe, je me fais appeler en audition, je me fais prendre, je me fais comme... » Là, tout ça, tu fais comme « OK, wow, pour la confiance, c'est bon. » Puis ça fait vraiment comme « OK, ben il faut vraiment que je travaille, puis que je... » Parce que là, toute la vie, là, tu sais, en humour, moi, ça a été très, très juste avec moi, l'humour, tu sais, puis ça a été... Il y a des moments où ça a vraiment mal été, mais en même temps, je me dis, les choses se passent, la balle est vraiment dans mon gant, là, tu sais, pour faire référence à Moneyball, là. C'est vraiment ça. Mais, ça a super bien été, puis j'étais vraiment contente de ce gars-là, là. Si, juste pour conclure sur Moneyball, si je peux y aller d'une recommandation du même réalisateur, Bennett Miller, Foxcatcher, avec Steve Carell, Channing Tatum puis Mark Ruffalo. Ben là. C'est un film sur... Il l'a fait 3-4 ans après celui-là. Puis il n'a pas fait de film depuis. Puis je trouve ça criminel que ce gars-là puisse pas faire plus de films. Mais c'est sur... ça se passe dans les années 80. C'est sur deux frères qui sont les représentants des États-Unis pour la lutte gréco-romaine aux Jeux olympiques. Puis c'est l'époque où les États-Unis, le gouvernement a décidé de se désaffilier, de retirer les investissements qu'ils faisaient pour les Jeux olympiques. Donc, c'est le capitalisme qui est rentré. C'est l'ère Reagan qui est rentré. Puis, Steve Carell joue un héritier d'une compagnie d'armement qui s'appelle DuPont, qui a décidé d'investir dans ces gars-là. Et c'est magnifique. Il leur dit « Venez chez nous », mais le gars, c'est un psychopathe. Là. C'est un malade. C'est pas un film d'horreur, mais il a de l'air... Steve Carell a de l'air d'un méchant de film d'horreur dans ce film-là. Il y a déjà un gros nez. Ils ont mis un nez encore plus gros. Puis, mais il est terrifiant. Il fait peur. Il a de l'air méchant. Puis les deux sont juste là pour faire de la lutte gréco-romaine. Puis c'est une histoire vraie comme Moneyball. Et parce que c'est une histoire vraie, ça me dérange moins de le spoiler, mais ce gars-là, Dupont, a assassiné un des deux gars. Il est arrivé chez eux avec un fusil, il l'a tiré. C'est... Tabarnak, hein? Mais ça arrive, tu sais, c'est à toute fin du film, c'est même plus important rendu là par rapport à tout ce qu'il traverse, parce que ce gars-là a une espèce d'emprise sur eux, il les a achetés. Fait que vous me devez tout, tu sais, c'est un film sur le contrôle. Oh ouais, moi, ça c'était venu me marquer. Ben Miller, c'est un super bon réalisateur, donc je voulais juste mentionner ce film-là, aller voir Foxcatcher. Puis Moneyball, regardez les deux. Oui. C'est tellement bon, c'est des bons films sur le sport, mais qui
le sport est en trame de fond. Tu n'as pas besoin de triper sur le sport, sur le baseball, sur la lutte gréco-romaine pour apprécier ces films-là parce que c'est porteur de quelque chose de plus grand que les personnages que sont les très sports. grands quand même. Ouais, c'est ça. Restons dans les grands personnages avec Maleficent, ton deuxième coup de cœur, un film de 2014 de Robert Stromberg qui met en vedette Angelina Jolie, Elle Fanning, Sammy Riley et Juno Temple. Film de Disney, film sur une méchante, maléfique en français. Ça nous dit quoi, Maleficent? Pourquoi c'est un de tes coups de cœur? C'est drôle que ce soit un de mes coups de cœur parce que moi, j'avais pas... Sleeping Beauty, là, qui est la Belle au bois dormant, qui est un peu Maleficent est là-dedans, c'est la méchante là-dedans. Moi, j'avais écouté une fois quand j'étais jeune, puis c'est tout. C'est celle avec les grandes cornes noires, puis elle se transforme en dragon à la fin, si je me souviens bien. Exactement. Ouais, je l'ai vu une fois, je pense, La Belle au bois dormant. C'est ça. Puis souvent, c'est ça la moyenne des gens. Là. C'est rare que ceux qui trippent sur Sleeping Beauty. Là, c'est pas... En plus, il est très vieux. Là, c'est un des avec Blanche-Neige, c'est un des vieux films. Là, c'est les années 40-50. Ouais, quand tu l'écoutes, tu fais « Ouais, non, ça n'a pas bien vieilli, puis c'est pas si bon. » Puis... c'est ça, il y a pas... j'avais pas trippé sur ça, puis mais quand Maleficent est arrivé, moi j'aime beaucoup quand même Angelina Jolie, mais j'étais vraiment curieuse de voir ça. Je l'ai écouté et j'ai trouvé que c'était un... Tu sais, j'aime Disney pour ce qu'ils sont capables de faire puis d'apporter, mais je trouvais que c'est un des premiers films en plus qui ont décidé de faire la twist de... OK, on parle de comment les vilains sont devenus vilains un peu, tu sais, puis là, ils sont très là-dedans, là, tu sais, comme il y a Cruella qui est sorti, tu sais, bon, puis ils ont refait aussi comme, c'est un peu avec des vrais personnages, là, tu sais, La Belle et la Bête, puis tout ça, bon. Puis c'était un des premiers de ça, puis Angelina Jolie est remarquable là-dedans, puis j'ai vraiment trouvé qu'ils ont amené une twist que tu t'attaches à Maleficent rapidement. Je trouvais ça super touchant. Tu comprends pourquoi elle a fait ça. Elle a vraiment été blessée. Ils ont vraiment été pas gentils avec elle. Puis le fait de faire comme ah, OK, fait que tout le long, elle la checkait, puis elle veillait sur elle. Puis comme dans le fond, tu sais, ceux qui n'ont pas vu l'histoire, c'est Maleficent au début, elle est vraiment pas fine. Elle se choque contre le roi, qui est le père de la Belle au bois dormant. Elle jette un sort à leur nouveau bébé, puis... eux autres, dans le fond, elle est obligée, elle va se faire piquer sur un moulin. Le sort, c'est assez 13 ans, elle va se faire piquer le doigt sur un moulin, puis elle va dormir pour l'éternité. Puis dans le fond, pour le protéger, le père envoie le bébé vivre avec ces 3 filles marraines. Puis c'est des incompétentes, là, rares là, dans le film. Puis Angelina Jolie, tout le long, elle reste dans les parages. Puis c'est elle qui veille. À un moment donné, les 3, elle sauve la vie 40 quelques fois de l'enfant. Là, c'est vraiment grâce à elle qu'elle est en vie. Puis tout. Fait que dans le fond, elle est sûre que personne la connaît puis qu'elle a bien fait son jeu. Mais la petite fille... elle la reconnaît, Maleficent. Fait que quand elle la voit, elle a pas peur du tout d'elle. Elle est juste comme, mais oui, t'es ma marraine, t'es celle qui veille sur moi depuis que je suis petite, puis tout. Puis c'est vraiment un bon film. Le film, les effets spéciaux sont écœurants. Le film est très, très beau. C'est splendide comme film. Mais j'ai vraiment trouvé ça touchant. Puis... Qu'est-ce qui est venu te toucher? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Justement, la méchante qui devient... Puis tu le vois que ça fait pas plaisir. Elle est pas contente de triper sur cette petite fille-là. Mais c'est malgré elle tripe sur cette petite fille-là. Puis elle devient... Je trouve ça intéressant, ce lien-là de « je t'ai jeté un sort, je regrette beaucoup, je suis repentante de ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai agi, tu sais... elle a vraiment agi, elle était fâchée contre le roi, mais elle n'a rien à voir contre l'enfant. Donc là, elle est un peu prise là-dedans, puis elle peut pas révoquer le sort parce qu'elle dit, elle aussi, il y a rien qui va pouvoir révoquer le sort. Fait qu'elle peut même pas, elle essaye une fois, ça fonctionne pas. Fait qu'elle est comme prisonnière de ça. Fait qu'elle se dit, tout ce que je vais faire, c'est essayer de ne pas la protéger de mon propre sort que j'y ai fait, tu sais. Puis finalement, on se rend compte que le roi devient un cave, sa fille revient, il s'en crisse un peu, il est juste complètement fou, tout ce qu'il veut, c'est tuer Maleficent. Il a coupé ses ailes. Puis tout le kit, ça devient vraiment Puis c'est ça, à la toute fin, ça finit bien. J'espère. J'espère. Et le 2 est vraiment bon aussi. Mais c'est ça m'a vraiment touché. Moi, j'ai vraiment pleuré à la fin. Puis tu sais, j'ai vraiment été... Ben, parce que là, après ça, évidemment... Elle réussit pas, elle tombe endormie, la belle princesse.
Puis il essaye, il a comme un prince, son prince Philippe, qui essaye de l'embrasser parce qu'elle l'a vu une fois puis elle le trouve bien séduisant. Puis parce que c'est un true love kiss, évidemment. Là, ça reste Disney, là, on se mentira pas. Puis le prince essaye de l'embrasser puis ça fait rien. Puis là, finalement, c'est Maleficent qui donne un bec puis c'est ça qui fait que... finalement, ça, parce que c'est ça le vrai amour, c'est Maleficent par rapport à Aurora. Wow. Fait que c'est ça qui fait que ça brise le sort. Je lisais hier, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut ce que ça vaut. Sur la page Wikipédia, il y a une analyse du film. Oui. J'ai trouvé super intéressante par rapport au fait que c'était un film qui, en sous-texte, parlait d'abus, d'agression. C'est Angelina Jolie elle-même, qui a dit « Oui, je voulais porter un film là-dessus sur comment les femmes qui essayent d'émerger se font étiqueter comme sorcières ou se font rabaisser ou se font tasser. » Puis apparemment que la scène que tu évoquais où elle se fait couper les ailes, il y a une symbolique de trigger warning, de viol dans cette scène-là. As-tu ressenti ça quand tu l'as vu ou est-ce que ça a du sens que je te dise ça? Oui, ça a du sens parce que c'est ça, elle tombe en amour. La seule fois qu'elle tombe en amour avec un homme, elle se fait trahir, puis c'est lui qui coupe les ailes, dans le fond. Mais lui, elle a vraiment comme ça mis sa confiance à cet homme-là, parce que, tu sais, Maleficent, c'est une fille extrêmement puissante, là, c'est ça qu'il faut savoir dans l'histoire. Puis, fait qu'elle est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui la détestent puis qui aimeraient ça qu'elle meure pour avoir... parce qu'elle la protège la forêt enchantée, finalement, tu sais. Puis... c'est ça. Puis lui a fini par faire confiance à ce gars-là. Puis ce gars-là, pendant qu'elle dort, il coupe les ailes. Mais elle, ses ailes, c'est son tout, pouvoir. C'est ça, exactement. T'sais. Fait que... puis à la fin, elle les retrouve. Mais c'est ça. Oui, effectivement. Elle se fait vraiment trahir. Puis tu sens vraiment cette trahison-là. C'est sûr que c'est adouci à la Disney. Il n'y a pas de... Tu vois pas la grosse scène de viol. Là. C'est un film familial. Non, c'est ça. C'est ça, mais tu sens, tu comprends la trahison. C'est ça, dans le sous-texte. Dans le sous-texte. Puis, je veux pas si tu veux pas aller dans ces zones-là, on n'est pas obligé d'y aller, mais je t'ai entendu souvent dans des podcasts parler que tu as eu des relations plus toxiques dans ta vie. Oui. Comment tu t'en rends compte, puis comment tu émerges de ces relations-là? C'est très difficile. J'en ai eu une en particulier, là, et c'était insidieux, une relation toxique, parce que tu t'en rends pas... Puis tu sais, souvent, ces relations-là arrivent parce que tu es à une place dans ta vie où tu es plus vulnérable, et c'est souvent, ces gens-là qui sont toxiques, souvent, c'est ça, c'est que toi, tu es à un moment où tu es plus faible, et eux savent exactement... Et c'est vrai, c'est un peu l'espèce de lune de miel qu'on dit souvent à la femme battue, là, comme le gars, il n'est pas nécessairement, ou le gars ou la fille, là, je veux pas, mais mettons que c'est 90% du temps. Ouais. Toi, dans ton cas, c'était des relations avec des femmes? C'était une femme, oui. OK. Mais souvent, ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont des bons côtés et ils ont une sensibilité qui est souvent très désarmant. Là, t'as souvent, ils arrivent avec une espèce de bagage de... Hey, moi, j'ai toujours été malheureuse, mes parents, mon enfance, blablabla. Fait que là, toi, t'es prends un peu comme « Oh mon Dieu, ils font tellement petit, ils ont tellement rien eu de facile dans la vie. » Ouais, c'est ça. Ce qui est pas faux, souvent, c'est ça l'affaire. Oui. Leur expérience de vie est pas invalide, mais c'est la façon qu'ils vivent aujourd'hui qui est malsaine. Absolument. Ouais. Oui, puis c'est que après, tu réalises que ouais, mais elle est responsable de tu peux pas, c'est pas parce que toi t'as vécu, on a tous vécu des choses dans la vie, tu es responsable de tu sais, c'est un peu comme le fameux, c'est pas parce que ton père a été rough avec toi qu'il faut que tu sois rough avec tes enfants, tu sais, dans le sens qu'il faut justement que tu fasses, hey, moi ça me faisait sentir comment, ça, je trouvais tout ça inacceptable, oui, ben il faut que je trouve le moyen de pas le faire avec mes enfants, c'est ta responsabilité ça en tant qu'adulte, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, cette fille-là est arrivée avec tout ça, puis ça a été toxique, ça a vraiment mal fini, tu sais, puis c'est vraiment des moments où tu fais comme, mais je peux pas croire que on s'est tellement aimé, puis finalement, que ça finisse comme ça, puis c'est beaucoup de comme, mais je comprends pas que tu sois de même dans la vie, tu sais, comme, pourquoi qu'on se fait ça, pourquoi Comment t'as réalisé que c'était toxique?
à un moment donné, l'illogisme, ça se dit illogisme en tout cas? Ouais. Je pense que oui. Si les gens comprennent ce que tu veux dire, ça existe. Ok, parfait. Un linguiste m'avait donné ce conseil-là un moment donné. Si les gens comprennent, ça marche. Ça marche. C'est pas fou. Ça devient trop bizarre. Tu sais, tu finis par faire comme, hey, ouais, là, ça, je pense, c'est pas normal. Tu sais, comme, tu vas voir tes amis. Au début, c'est correct, mais tu reviens, puis une semaine plus tard, ça ressort que ce vendredi-là, t'étais avec tes amis, puis là, ça sort ça dans une chicane par rapport, puis t'es comme « Ah! Mais c'était-tu correct? » Ou comme « Puis là, pourquoi tu me dis que c'était correct? » Puis là, au début, tu fais comme « OK. » Puis là, elle s'excuse, puis tout. Mais ces situations-là finissent par prendre de plus en plus d'ampleur, puis ça sort jamais pour rien, ces trucs-là. C'est rare que, tu sais, quelqu'un qui est, mettons, jaloux ou possessif, ou tout, à un moment donné, ça devient... Au début, c'est tes amis. Après ça, c'est ta famille. Ouais. Après ça, ton frère, il est cave. Après ça, ton frère vient t'aider à faire des rénovations. Parce qu'ils veulent t'isoler. Oui, tout ce qu'il fait, c'est pas correct. Puis dès que tu prends la part de quelqu'un d'autre, même si c'est juste comme « Hey, je suis d'accord avec le fait que tu t'es acheté un bateau », ben là, ça devient un problème pour eux autres. Faut que tu sois juste d'accord avec eux, juste comme... Puis là, c'est là qu'à un moment donné, tu fais « OK, là ça marche pas. Là. Ouais. Tout le monde est dans le tort, sauf elle. » C'est un problème, tu sais, mais comme après ça en thérapie tu règles ça puis tu réalises que c'était tu sais, mettons ma psy, si elle m'a dit tu sais, c'était une personne qui était narcissique, tu sais, probablement, tu sais, je la connais pas mais tout ce que tu me décris ça fit avec ça, puis là tu fais OK, puis c'est souvent les personnes insécures, eux autres n'ont jamais rien à se reprocher, puis tu sais, puis à un moment donné c'est ça aussi, c'est que tu fais, tu sais, les chicanes, c'est pas normal que ça soit toujours ta faute, tu sais, c'est pas normal ça, tu sais, puis c'est sûr qu'on veut tous avoir raison dans la vie, tu sais, mais à un moment donné, tu fais « Ouais, ça, je pense que de quoi. » Fait que, tu sais, ça, au fil du temps, tu finis par... mais c'est ça, nous, ce qui a été long avant qu'on se laisse, c'est qu'on avait une maison ensemble. Okay. Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme hey, « ça va être compliqué. » Fait que je me suis dit « Je vais essayer. » Tu sais, tu veux être persévérant. Puis tu te fais dire, tu sais, hey, il y a un couple, il faut que tu mettes de l'effort, puis tout. À un moment donné, tu fais « Ouais, mais non, mais je suis plus bien, puis ça n'a pas rapport. Là. Tu sais, c'est trop gros, c'est des problèmes qui me dépassent. Là. » Je comprends. Ouais. Puis, si je reviens à Maléficente, tu me parlais de sa relation qu'elle a avec un prince. Comment ça se développe dans le film, cette relation-là? Est-ce qu'il y a de l'air charmeur au début puis qu'il revire de bord à un moment donné avant de se couper les ailes? Là? Je sais pas. Si tu me le poses, ça fait quand même un petit bout, je l'ai pas vu, ce film-là, mais je crois que oui. Si ma mémoire est bonne, c'est comme quelqu'un qui arrive dans la forêt puis là, il fait comme « Je te veux pas du mal, je suis là pour t'aider. » Puis... Je crois vraiment que c'est ça. Puis je me rappelle vraiment qu'il gagne sa confiance, mais j'avoue que je sais pas. Mais c'est vraiment ça. T'sais, ils ont vraiment des bons moments, puis elle finit par y faire confiance, puis finit par, je crois, la demander en mariage même. Puis finit par... Ce qui est le cas de beaucoup de relations toxiques. Oui! Qui virent en mariage. Et surtout la symbolique de se faire couper les ailes. C'est quand même un peu ça quand t'es dans une relation toxique. C'est vraiment la personne te coupe tes ailes, puis t'es vraiment à sa merci. Là. T'as des belles journées si lui a une belle journée ou elle a une belle journée. T'sais. Tout dépend de cette personne-là. Ouais. Tu l'as dit, tu as fait de la thérapie. Comment tu as réussi à faire une symbolique à Saint-Saëns, retrouver tes ailes pour t'en sortir? Ben, c'est ça. C'est vraiment la thérapie qui a fait que je me suis reconstruite. Puis il faut que tu comprennes aussi qu'est-ce que tu as été. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que tu finis par faire « Mais je suis folle, câlisse, pourquoi je suis restée là? » Comme cette culpabilité-là est vraiment vraie. Là, comme pourquoi je suis restée dans cette situation-là alors que... Comment ça, j'ai été assez conne pour faire ça? Puis moi, je me disais, je veux pas jamais revivre ça. Je veux être sûre et certaine que je me rembarque pas dans quelque chose qui ne me sied pas puis qui est toxique pour moi. Là, fait que mais en thérapie, c'est vraiment une façon, ils ont des doctorats pour rien, les psychologues, là, c'est une façon ils t'amènent à te faire comprendre que t'as fait ça à cause de ça, à cause de tel pattern, à cause de quand t'étais jeune, t'as été comme ça, puis blablabla, puis ça, ce que cette personne-là, moi, j'avais un peu le syndrome de « je vais sauver tout le monde ». Fait que cette fille-là est arrivée avec genre « moi, je me suis tout le temps fait tromper, j'ai dans des relations de mal ». Fait que là, tu veux l'aider, puis tu veux la protéger, puis là, tu fais un peu le « hey, avec moi, elle va être bien, ça va être cool ». Puis finalement, rapidement, ça se détériore, puis tu réalises que, OK, elle a sorti, tu sais, elle est arrivée, là, toutes les filles qu'elle a datées, toutes des folles. Ouais, mais comme, à un moment donné, t'es genre... Il y a un problème, là. Ouais, puis tu sais, moi, j'étais jeune, j'avais 24, là, 23, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu fais... Ouais, non, c'est ça, là. Ça peut pas être tout le temps les autres, là. C'est rare que quelqu'un qui te dise toutes des folles, puis il y en a comme 5 filles, tu fais comme, ouais, ça se peut une folle, 2 folles, peut-être. C'est possible, une mauvaise relation, 2 mauvaises relations, ça se peut. Oui. Ça se peut. Mais l'ensemble des relations,
ça commence à ressembler à un pattern. Là. C'est ça. C'est plus... je sais pas, là. C'est ça, ouais. Puis pourquoi tu choisis tout le temps des folles? Puis comme, OK, t'as tout le temps... Tu sais, elle a tout le temps été l'abusée. C'est tout le temps elle que, tu sais... C'est ça, tout est de la faute des autres, tout le temps. Puis, opinion qui sera pas populaire, mais quelqu'un qui se fait constamment tromper, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui cloche à un moment donné, là. C'est vrai. Mais en même temps, c'est ça, je comprends pourquoi tu dis que c'est pas populaire. C'est touché. Oui, non, c'est ça. Mais Puis je peux pas me prononcer sur ces affaires-là, mais tu sais, dans un couple, je vais pas dire normal, mais traditionnel, on est deux. S'il y en a un qui va voir ailleurs, ben dans une chicane, il faut être deux pour se chicaner. Puis si quelqu'un décide de prendre une autre avenue, il y a peut-être quelque chose qui s'est alimenté. C'est pas dans tous les cas, c'est pas dans toutes les relations, évidemment, forcément. Puis allez pas penser, les auditeurs et les auditrices, que je dis que c'est de la faute de la personne qui s'est fait tromper. Si elle se fait tromper, c'est pas ça du tout. Mais il y a des cas où ça peut être alimenté par un côté et que le moyen de l'autre, ça devient irrationnel à un moment donné, là. Oui, j'imagine que oui. Ouais. Ouais. Oui, ben puis souvent, il y a aussi la théorie de la personne qui trompe l'autre personne, c'est pas contre son conjoint, c'est quelque chose qu'elle a besoin de vivre. Ouais, c'est ça. Je crois aussi. Mais c'est ça, c'est sûr que souvent, tu peux dire, ouais, il y a peut-être dans le couple quelque chose qui fonctionne pas, puis c'est là de voir... C'est ça, c'est la dynamique du couple, c'est pas la faute d'une personne. Non. C'est la dynamique du couple qui fait que des gens vont réfléchir, penser ou commettre l'acte de tromper l'autre... parce que c'est une gratification. Tu fais comme, ben quelqu'un me donne de l'affection que j'ai pas de l'autre bord. Puis oui, exact. C'est plus facile d'aller là, ça vient avec tous les remords après ça, j'imagine. Ben c'est ça, cette espèce de pattern-là aussi. C'est pour ça qu'on dit que même quand tu es un peu considéré comme étant victime, dans l'exemple, la personne trompée, la personne qui était avec quelqu'un de toxique, la personne qui était battue. Bon, tu as aussi besoin de comprendre pas que c'est de ta faute, mais le pourquoi t'es resté là-dedans. Ça, c'est super important. Le pourquoi t'attires des caves, pourquoi t'es tout le temps avec des hommes un peu violents. Tu sais, ça, c'est un pattern aussi que si tu le vois que c'est là-dedans, il faut que tu le comprennes, ça, puis c'est plate, mais tu le comprendras pas par toi-même. Non, c'est ça. C'est par de l'aide professionnelle qui va t'amener là. Ouais. Puis, je pense que n'importe qui écoute en ce moment, tout le monde a des référents de quelqu'un qui s'embarque toujours dans des relations que... Au bout tu te rencontres la personne une fois, tu fais « Mais ce gars-là, il n'y a pas d'allure, là. Pourquoi tu es avec quelqu'un de même? » Puis c'est encore un... On va donner des noms fictifs, mais c'est encore un Steve, c'est encore un Kevin qui arrive, qui a l'air d'un douchebag, puis... C'est ton 8e Steve que tu passes en 6 ans, là, un moment donné, puis ça finit toujours mal avec ces Steve... Je m'excuse à tous les Steve qui pourraient se sentir offensés. Si vous avez été... c'est quoi la phrase qui est bien populaire, là? Si vous avez été choqué par mes propos, je tiens à m'excuser à toute personne qui aurait pu être choquée par ces propos. Steve est utilisé dans le texte pour... Steve est utilisé dans le texte pour alléger le texte. C'est pas une généralité. C'est ça, l'emploi du Steve est utilisé. Mais oui... C'est ça, ça ressemble à ça. Puis, c'est important, je pense. Allez consulter, gang. Non, mais c'est important de réaliser ça. Pour se protéger soi-même. Qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième que tu as aimé, dans le deuxième Maleficent? Celui-là, je l'ai vu juste une fois. C'est beaucoup plus d'action, beaucoup plus des effets spéciaux sont très présents là-dedans. Là, fait que c'est vraiment bon. Mais c'est ça, l'histoire est encore très... À un moment donné, il y a une chicane un peu entre Aurora puis Maleficent. Puis on se demande là, s'ils vont survivre à ça, là, à cette espèce de trahison-là, puis de tout ça. Donc, c'est encore là la ligne est mince entre est-ce que ça va bien aller, puis est-ce que ça va être la fin, est-ce que Maleficent est vraiment méchante, puis c'est plus challengeant. Mais j'ai vraiment trouvé que ça a été bien réussi, ces deux-là. T'sais, moi, mettons, le live,
je sais pas si c'est ça le bon terme, là, mais comme mettons le Cendrillon qu'ils ont fait en vrai, là, j'ai Ouais. pas trouvé ça bon. J'ai fait comme mais Maleficent, j'ai vraiment trouvé que la twist, l'histoire, c'est bien scénarisé, c'est bien fait. J'ai vraiment, vraiment trouvé que c'était bon. Puis le 2, j'ai pas trouvé que se sont plantés non plus. Là, c'est une belle suite. Génial. Ton troisième coup de cœur, c'est Disobedience en anglais. C'est un film de 2017 de Sebastian Lelio, qui met en vedette Rachel McAdams et Rachel Weisz, que j'ai pas vu, mais grâce à toi, il est sur la liste des films que j'ai envie de voir maintenant. Résume-moi ce film-là, parce que l'histoire a l'air folle. Oui. Bon, c'est... puis là, évidemment, vous allez comprendre le pourquoi évidemment, ça m'interpelle aussi, ce film-là, on se mentira pas. Mais c'est deux filles, en fait, c'est les deux personnages principaux, les deux Rachel. Rachel McAdams puis Rachel Weisz. Mais on va l'appeler, mettons, Ronit, c'est Rachel Weisz. Elle est fille du rabbin, en fait. C'est des juifs orthodoxes. Donc, vraiment, ceux qui connaissent plus ou moins ça, là, c'est très, 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 très pratiquant. C'est une communauté fermée. C'est très fermé, c'est très ça. clos. Donc, elle, dans le fond, a grandi dans cette communauté-là. Son père est rabbin, donc on comprend un peu l'importance de... Le film commence, son père vient de mourir. Elle est là, je dirais 35 ans. Là, c'est pas évoqué dans le film, environ cet âge-là. Elle a crissé son camp. On comprend qu'elle, à l'adolescence, elle a fait « Non, je sors de cette communauté-là. » Donc, puis quand tu quittes ça, c'est pas quelque chose que tu peux revenir, puis tout, tu sais. Fait que c'est un peu flou au début. Tu comprends qu'elle est partie, elle est photographe, puis tout. Puis tout ce qu'elle fait, c'est revenir dans la communauté parce que son père est décédé. Donc, elle revient pour les funérailles, elle revient parce qu'elle pense qu'elle doit vendre la maison, qu'elle doit... Bon. Et elle arrive chez Rachel McAdams, qui s'appelle Esty là-dedans, ce qui me ferait parce que comme Esty dans notre québécois. En québécois, ouais. Fait que tout le long, t'as un personnage qui dit Esty. Mais tu sais, genre, ils disent Esty, fait que ça fait comme... Ouais, ça passe mieux, c'est plus digeste. Ouais, c'est ça. Fait que elle revient dans cette maison-là, en fait, parce que elle, dans le fond, Esty, qui est Rachel McAdams, elle est mariée avec celui qui va prendre la place du père, du rabbin qui est décédé, en fait. Donc, c'est ça, elle est mariée. Fait qu'elle arrive chez ce couple-là, chez qui les funérailles se font, chez qui, bon, fait que là, elle revient, on sent qu'il y a un peu de l'attention de pourquoi qu'elle est là, tabarnak, mais en même temps, les gens sont pas épais. Là, il la laisse revenir, mais tu sens que les gens n'ont jamais été d'accord avec son choix de quitter... la communauté, c'est ça. Parce que c'est, comme on dit, tu peux pas revenir là, dans une communauté fermée comme ça. C'est difficile. Tu n'es pas supposé partir, c'est un déshonneur. Ouais. Mais pour les personnes qui sont à Montréal, qui sont allées se promener dans Outre-Monde, la communauté juive orthodoxe est hyper présente. Mais c'est des personnes qui te regarderont pas dans les yeux, qui vont pas... qui vont passer à côté de toi en coup de vent. Puis c'est encore très fermé, c'est encore très... c'est très opaque. Oui, le film dépeint très bien ça. C'est un film très, très gris. La coloration du film, c'est très gris, très noir, très sombre. Tu sais, les femmes ont des perruques pour pas montrer leurs vrais cheveux. Ils dorment dans la même chambre que leur mari, mais c'est des deux lits simples côte à côte et ils font l'amour que le vendredi. Puis c'est comme... T'sais, elle dit dans le film, on n'est pas obligé, personne ne se fait battre pour ça, mais c'est vraiment ton devoir conjugal une fois par semaine, le vendredi, puis il n'y a pas d'autre jour où tu es supposé te laisser aller à ces pulsions-là. Là, fait que c'est vraiment très contrôlé, là, même. Fait que quand tu y penses, tout le monde sait que le vendredi soir, tout le monde est en train de fourrer. C'est extrêmement bizarre. Comme... Fait que ça. Puis, bon, c'est dépeint très comme... tu vois un peu la tristesse puis la lourdeur de Rachel McAdams qui est dans ce mariage-là. Puis là, quand Ronit revient, tu vois entre les deux femmes qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais tu sais pas pour le moment. Mais tu comprends qu'elles ont été amies, les trois, en fait, elles ont été amies, elle, quand elle était jeune, et le mari de Rachel McAdams, c'était un trio, c'était des amis, dans le fond, ils ont un peu la même âge, ils ont grandi ensemble, puis tout. C'était leur meilleur ami, puis Rachel, elle s'est mariée avec lui. Puis là, finalement, tu comprends dans le film qu'à un moment donné, ils s'en vont vider la maison, les deux filles ensemble. Elles s'en vont vider la maison du père.
Puis, faire le tour, puis tout pour ramasser les trucs, parce que finalement, elle apprend que son père, il a même pas laissé la maison tellement il était en tabarnak qu'elle soit partie. Fait qu'elle a juste pas d'héritage. Là. Elle est juste revenue, puis lui a tout laissé à la synagogue. C'est bon. Fait que là, elle s'en va juste ramasser ça, puis là, Rachel McAdams a fait juste comme tu te rappelles-tu quand on était jeune, nanana, ton père était tout le temps ici, puis tout, puis il était comme mais ça nous permettait de faire ce qu'on voulait. Puis là, les deux filles s'embrassent, puis là, c'est genre, là, tu comprends qu'il y a eu, OK, quand il était jeune, dans le fond, il vivait une histoire d'amour lesbienne qui était interdite complètement, tu sais. Puis là, le fait que cette femme-là revient, elle est partie, dans le fond, pour sauver son amie. C'est ce qu'on comprend, parce que dans le fond, eux autres, ils se sont fait pogner. Puis la fille, parce qu'évidemment, l'homosexualité n'est pas permise, là, c'est sans surprise. Puis la fille se fait prendre, ils se font prendre, en fait, ensemble, puis elle s'en va pour laisser l'autre vivre sa vie. Elle décide de sauver pour que l'autre personne puisse, pour que Rachel McAdams puisse se marier et avoir sa vie. Ouais. Puis, mais là, c'est ça, elle revient, puis là, c'est comme plus fort. Mais comme, tu sens vraiment, tu sais, moi, ces histoires-là d'amour interdit, tout le monde, on se mentira pas, des histoires d'amour interdit, c'est comme... Ça vient chercher tout le monde. Mais oui, tu sais, dans le sens qu'aujourd'hui, surtout à l'époque, en ce moment où tout le monde se rencontre sur Tinder, tu sais, comme, de vivre un amour comme ça, puis tu le sens vraiment que c'est plus fort qu'elle, tu sais, puis c'est tellement beau, c'est tellement bien fait. Le film est filmé la majorité du temps à caméra épaule, c'est des plans... C'est très, très beau, très bien réalisé. Le DOP là-dessus, je sais pas c'est qui, je me suis pas renseigner, mais c'est très, très beau. Les images sont très belles. Tu sens vraiment, c'est vraiment un film d'émotion. C'est un film qui est lent, mais qui est pas trop lent. Il n'y a pas le moment où tu as un cinéma d'auteur puis tu fais « Hey, là, ça va, là, on pourrait accélérer. » C'est vrai, moi, je trouve que tout le long, le rythme est excellent. Je trouve ça bon. C'est un film qui donne des frissons. Puis, ce que j'aime de ce film-là, c'est que c'est très difficile. Ça finit pas super bien, mais quand même bien pour un film où c'est une communauté de juifs orthodoxes. Dans le fond, c'est que elle décide de vivre leur amour quand même, puis la fille, elle trompe son mari, puis il finit par le savoir. Puis évidemment, lui, il aime beaucoup sa femme. Il est très, très, très genre... puis il finit par faire... Il y a une belle scène là-dedans où comme, il la confronte, puis il dit... Il y a du monde dans le village qui t'ont vu embrasser l'autre fille, puis c'est-tu vrai, puis tout, puis là, il fait comme, qu'est-ce que tu nous fais, pourquoi tu fais ça, puis elle est comme, pourquoi tu nous fais ça aujourd'hui, puis tout, puis elle est comme, j'ai toujours été comme ça, tu le savais quand on était jeune, tu pensais que ça allait me sauver, puis tout, parce que c'est un peu ça, on comprend que le rabbin a fait, tu vas te marier pour que ça te sauve, puis comme, j'ai toujours été pour te guérir, entre guillemets. Exactement. Puis là, elle crie à son mari, il verge sur le chest, puis comme, même quand on était des jeunes filles, puis qu'on savait même pas, ça a toujours été comme ça, puis comme, j'ai toujours été lesbienne, j'ai toujours pensé à des filles, c'est une scène vraiment comme... Ça vient chercher en moi, évidemment, vu que je suis lesbienne, le fait que moi, j'ai toujours eu le droit d'être lesbienne. Ça n'a jamais été interdit, là, tu sais. Puis à chaque fois que je vois des films comme ça, je me dis tout le temps, il y a des femmes qui ont il y a des gens qui ont souffert, là. C'est quand même révoltant qu'encore aujourd'hui, on soit là, tu sais. Oui, c'est ça, parce que puis tu comprends vraiment que le film, ce qui est important de comprendre, c'est que ça se passe pas dans les années 20, là. C'est vraiment aujourd'hui, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est difficile de voir ça, de voir ces films. Mais ça fait des bons films, en même temps, ça fait des belles histoires d'amour, dans le sens que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être ensemble puis qui prend quand même la décision de faire comme « Hey, c'est plus fort que moi, fuck off ». C'est un peu ça, c'est ça qui est beau, le fuck off de l'amour, de faire comme « Il arrivera ce qui arrivera. Je suis juste rendue dans ma vie » ou comme, tu sais, elle, celle qui est partie à New York, elle dit, tu sais, moi, si je m'étais mariée avec un homme puis j'avais vécu dans cette communauté-là, je me serais gonnée dans 11 ans, tu sais. Elle dit carrément à table parce que maintenant, elle se fait demander pourquoi elle est partie, tu sais. Puis Esti, elle est juste, au début, elle essaye un peu de se convaincre que c'est ça sa vie puis que ça peut être cool puis que c'est pas plus grave que ça, tu sais. Mais comme l'autre est très sceptique de ça, là, tu sais. Et la scène c'est ça, il y a plein de belles scènes là-dedans, il y a plein de... Tu vois vraiment que ça les fait chier un peu, cette attirance-là. Puis c'est ça que tu sens vraiment de comme... Je trouve ça intéressant, ça aussi, de... Souvent, quand on parle de communauté LGBTQ, tu sais, tous les gens qui sont là-dedans, c'est qu'on veut pas vraiment être ça. T'sais. Tout le monde, si on pouvait être hétérosexuel, ça serait bien plus simple dans la vie. T'sais. Fait qu'il y a toujours ça un moment donné qui sort t'es comme... Ah, mais pourquoi je fais ça? Cette espèce de... Puis c'est bien illustré dans le film, le genre, hey, si je
pouvais, honnêtement, tu sais, si en ce moment j'ai de l'attirance vers une femme, puis je suis dans une communauté juive, toute ma famille est là, je suis née ici, je vais à l'église, je sais pas combien de fois par semaine, puis mon mari, c'est le futur rabbin, là. Si je ressens ça, c'est vraiment plus fort que moi, parce que je sens en esti que c'est pas supposé. T'as-tu déjà eu cette réflexion-là? De dire, ça pourrait être plus simple si j'étais hétéro, ou, dans ton cas, non, jamais? Oui. Ouais. Sans l'ombre d'un doute. Là, moi, quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, j'étais pas comme « Hey, cool ». J'étais juste comme « Oh mon Dieu, si je pouvais ne pas être ça », tu sais. OK. Je pense vraiment que c'est une question de... C'est que c'est encore un peu nouveau, là, l'homosexualité, quand on y pense. Maintenant, c'est accepté, c'est cool, là, mais tu sais, ça fait pas tellement longtemps, là. Ouais. C'est parce que les personnes trans sont arrivées. Oui, que là, les homophobes c'est tout à fait ont vrai. juste fait comme « Ah, il y a un autre layer! » C'est exactement ça. C'est vraiment ça qui est arrivé. Oui. Parce que là, ils ont fait comme « Ah, on peut frapper sur d'autres mondes. C'est pas plus acceptable, là. C'est pas mieux. On devrait jamais. » Mais ils ont fait « Ah, OK, fait que finalement... OK, toutes les gays et les lesbiennes, allez-y, là. On a notre autre groupe de personnes sur qui on va varger. » Oui, exactement ça. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est qu'à l'école, ou tu sais, même dans mes parents me parlaient pas de ça tant que ça, puis c'est pas de leur faute, là. C'est juste, tu te fais tout le temps dire, quand tu vas avoir un chum, puis tu vas voir quand tu vas commencer à dater des petits gars, puis t'es comme, OK, fait que tu sais, c'est ça. Fait que déjà là, dans ta tête, ça de fait penser à autre chose pour toi. Tu fais, ah, c'est pas ce qui est prévu, genre, nécessairement, tu sais. Fait que c'est un peu difficile. C'est un peu comme, mettons, le classique famille de médecins, puis le jeune, lui, il décide qu'il veut pas être médecin. Il mais devenir comme artiste. Oui, c'est ça, mais c'est comme si tout en grandissant, lui, la seule affaire qui s'est fait offrir, c'est mec que t'ailles en médecine, puis mec que tu sois... Fait que t'es comme, c'est pas supposé être compliqué si je veux être notaire, mais c'est juste, en ce moment, je sens que c'est une trahison, ou que c'est bizarre, ou que c'est pas ça que c'est supposé, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. C'est qui la... À quel âge... Voyons. Mes mots. T'avais quel âge la première fois que t'as vu une fille puis t'as fait il se passe quelque chose, j'ai des sentiments qui se développent pour elle? Ou c'est un kick ou c'était-tu au primaire, au secondaire? Ouais, c'est arrivé assez tard parce que moi, mettons, quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, puis mettons, au secondaire, c'était facile pour moi de dater des gars. Ça allait quand même bien, tu sais, là-dedans. Puis, tu sais, même la sexualité avec les garçons, je trouvais pas que c'était dégueulasse, tu sais. Puis je pense que, tu sais, de toute façon, tout début de sexualité étant tout début de sexualité là, plutôt plate et malaisant un peu pour tout le monde. Là. Quand tu y repenses après avec le recul, tu fais « Hey, c'était pas bon, hein, finalement. » Fait que, tu sais, c'est un peu ça pour tout le monde, mais jamais je me suis dit « Oh non, c'est dégueulasse, je trouve pas ça dégueulasse, le corps d'un homme ou whatever, là, rien de tout ça. » Mais quand, mettons, j'ai couché avec une fille la première fois, j'ai fait « Ah, OK, là, ça n'a pas rapport. Là, je pourrais plus jamais revenir en arrière dans ma tête là, pour le moment. » Puis mais c'est ça, c'était... Moi, le problème, c'est que mon père, il est gay, en fait. C'est pas un problème. T'as un super numéro là-dessus. qui est magnifique, là, que j'ai même cité à des amis. Moi, j'étais comme, ce numéro-là, il est malade. Son père était dans le sud pour confirmer qu'il était gay. Oui. Wow! Puis ce qui est drôle, c'est que dans le number, t'es comme, es-tu vraiment allé dans le sud ou c'est ce que les enfants savent à ce moment-là? Ouais. Fait que... Puis c'est ça, puis moi, dans le fond, moi, je le disais à mes amis que mon père était gay, puis pas mes amis venaient faire leur devoir chez nous, des exposés oraux, puis mes parents ils se sont séparés, évidemment, là, parce que quand ton père dit à ta mère « Ouais, je suis gay », ça crée un divorce, habituellement. Puis... la dynamique de couple change un peu. Ma mère est ouverte, mais pas tant que ça. Fait que elle s'est dit... Elle veut quand même, elle aussi, j'imagine, refaire sa vie, là. Et avoir un homme qui trouve que son corps est attirant. Peut-être. Je sais pas. J'y souhaite. C'est ça. Fait que mes parents sont séparés. Fait qu'on avait... Mais c'était garde partagée. Fait que évidemment, les gens venaient chez nous, voyaient bien que mon père était gay. Là, il vivait avec un homme. J'avais un beau-père. Fait que moi, je le disais, tu sais, j'ai jamais caché, mais là, on dirait que mes amis gars me niaisaient avec ça, tu sais, classique, là, tu sais. « Ah, Jess, t'es pas gay, fait que tu vas être lesbienne. » Fait que, tu sais, on dirait que c'est calme, mais mes parents m'avaient pas préparé à ça. Puis ça me faisait... Puis je savais que mon père a toujours eu peur qu'on se fasse écœurer avec son homosexualité. Puis il nous a toujours dit, tu sais, mon père m'a déjà dit, si tu veux mentir à mon sujet, je vais comprendre, tu sais. Parce qu'il était comme, c'est ton secondaire, c'est déjà difficile, je veux pas que tu sais, vous ayez plus de problèmes que ça, je m'en fous, tu sais. Fait que, puis moi, j'étais comme, ben non, je m'en fous, tu sais, je vais le dire, mais comme, fait que moi, on dirait que ça m'a comme montré, le comme, je veux pas donner raison aux gens de dire ça, que j'étais comme, c'est tellement cave à dire, qu'on dirait que je me suis sentie mal de sentir que moi, j'étais lesbienne, parce que j'étais comme,
je me pose-tu cette question-là juste parce que mes amis m'ont mis ça dans la tête? Ou si c'est ça, qu'est-ce que ça a de l'air? Genre, j'avais peur de faire que mon père fasse comme « Ah, c'est de ma faute. Ou, tu sais, comme... En tout cas, c'était comme bizarre, tu sais, dans ma compréhension de jeune fille de 16-17 à ce moment-là, là, tu sais. Fait que ça a été quand même long. Moi, j'ai fait mon coming out à 20 ans, tu sais. Fait que ça a quand même... Ben, c'est ce qui est pas long, là. Il y en a qui le font bien plus tard que ça, mais tu sais... Ton père est un exemple de... Ah ouais, il a 34, il a fait... T'avais quel âge? T'avais quel âge quand il a fait son coming out? 7 ans. 7 ans, OK. Ouais. Fait que c'est quand même milieu 90, milieu des années 90. Ouais, moi, je suis en 97-94, ouais, c'est ça. Ouais, mon petit frère, il avait 3 mois, ouais, c'est ça, 94. Ton frère avait 3 mois? Ouais, le petit dernier, wow. ouais, c'est ça. Là, on dirait que mon père, il a vraiment fait que c'est ça, là, tu sais, ma mère, elle, d'après moi, c'est arrivé, là, c'était un troc, là, qu'elle a mangé dans la face, là, elle a dû faire pardon. Oui. Wow, OK. Je ris, mais c'est pas Non, mais on en rit maintenant. Ça fait quand même 25 ans, plus que 20 ans. C'est ça, ouais, ça puis, fait quand même 27 puis mes ans, parents sont super. Ma mère, elle n'en a jamais voulu à mon père, là, dans le sens que là-dessus, je pense qu'elle a eu beaucoup de peine. Puis elle m'a déjà dit, si ton père n'avait pas été gay, moi, ça serait encore, dans ma tête, moi, c'était l'homme de ma vie. Là, elle dit, je suis pas mal sûre qu'on serait encore mariés. Là, ouais. Elle, c'est vraiment... C'était ça, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Tout est bien maintenant qu'il finit bien, mes parents sont amis. Ouais. Là, puis tu peux pas tout savoir. Tu sais, j'ai l'impression que de ce que tu me dis, pour toi, ça a quand même été plus simple et accepté. Tu peux pas tout savoir sur ton père, mais tu peux pas parler à sa place, mais est-ce que pour lui, ça a été plus difficile de le faire accepter dans sa famille, dans son milieu? Ouais. Moi, mon grand-père, que j'ai jamais connu, mon grand-père est mort, mon père avait 17. Fait que moi, je l'ai pas connu. Puis, mais mon père m'a déjà dit, si mon père était encore en vie, j'aurais... il pense qu'il serait gay, mais qu'il l'aurait jamais... Il serait pas arrivé, mettons, avec... Ça aurait pas été ouvert comme aujourd'hui. Là. Il se serait séparé, mais ça serait resté comme ça. Puis il aurait couché avec des hommes, mais sans nécessairement habiter avec eux. Il aurait jamais vraiment, franchement, fait son coming out, mettons. Là. Si mon grand-père... Parce que mon grand-père, moi, je l'ai pas connu, mais supposément, je l'imagine comme étant un homme homophobe. C'est ça. Puis qui disait probablement des hostifs. Tu comprends? C'est ce que je comprends. Puis mon père avait pas une bonne relation avec son père. Fait que je peux comprendre ça. Là. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est tout ça. Fait que ça rejoint un peu ça aussi. Ouais. Le coming out de mon père qui a été vraiment plus difficile que le mien. C'est pour ça que ce film-là me parle autant, je pense. Tous les films où tu fais c'est tellement difficile pour certaines personnes de s'accepter, puis on pense que c'est facile, mais non, puis tu te fais tellement une grosse montagne avec ça, puis tu sais, si nous, on est personne est religieux chez nous, dans la famille à mon père, puis tout, puis que c'était quand même un choc, là, tu sais, pour eux, que mon père soit gay, quand même, à un certain point. Puis, tu sais, que mon père a essayé de se le cacher aussi, jusqu'à se marier, puis avoir 3 enfants. Tu sais, comme, c'est ça qui est... tu fais comme, OK... Vraiment, là, il est allé loin dans son... Lui, il pensait se mentir longtemps, puis pas vivre ça. C'est fou, là, tu sais, quand tu regardes ça fait pas tellement longtemps. Si lui a pensé à ça, c'est que ça l'était vraiment pas accepté, puis il avait vraiment l'impression que ça allait changer des trucs, là, tu sais, ça amène la question, il y en a combien que leur grand-père, leur grand-mère étaient gays, lesbiennes, trans, puis qui n'ont jamais pu le dire, parce que ça n'a pas été inventé dans les années 80, l'homosexualité, c'est de toujours. Oui. Puis des gens qui sont morts avec leurs secrets parce que ça se fait pas. C'est ça. Parce qu'on n'est pas de même, c'est fou. Puis dans Désobéissance, de ce que tu m'en dis, justement, c'est le personnage de Rachel Weisz qui est marié avec... Rachel McAdams. Rachel McAdams qui est mariée avec le futur rabbin. Parce que ça va l'aider puis ça va la ramener dans le droit chemin de se marier. Les thérapies de conversion étaient interdites cette année au Canada. C'est ça. En 2020. Oui. En 2021. C'est ça. C'est complètement fou. Puis ce qui est beau aussi dans le film, c'est que ce que tu comprends, c'est que Rachel McAdams, ça fait quand même un petit bout qu'elle est mariée avec le futur rabbin, c'est que lui, le fait que c'est vraiment cette fille-là. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, de faire... Elle est lesbienne, elle dit aussi qu'elle fantasme juste sur des filles. Ouais. Mais c'est que ça a tenu bon jusqu'à temps que cette fille-là revienne dans les parages. Puis on comprend à la fin que c'est elle qui lui a envoyé un email ou un whatever pour dire que son père était décédé, qu'elle devrait peut-être revenir. Ouais. Parce que personne ne voulait la contacter, tu sais. Mais comme, puis là, elle dit à un moment donné, c'est moi qui y ai écrit, tu sais, je voulais que ça arrive si c'est moi qui y ai écrit, tu sais, si je voulais qu'elle revienne, cette fille-là. Puis elle est revenue, mais comme, c'est vraiment cette fille-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ça aussi, de faire.
elle aurait été game, je pense, de rester mariée puis tout si ça n'avait pas été de cette fille-là. C'est vraiment cette passion-là avec cette fille-là qui a fait que... Puis tu sais, c'est vraiment une histoire d'amour que tu sais, hey, c'est grandiose quand même, là, de faire. Tu sais, aujourd'hui, c'est rare des affaires dans même que t'entends, des comme... Tu sais, puis ma scène préférée dans ce film-là, c'est que, ben tu sais... Puis c'est pas... La scène en tant que telle est même des fois un peu bizarre, là. Je trouve leur scène où ils couchent ensemble pour la première fois, ben, depuis qu'ils reviennent, là, parce qu'on comprend qu'ils ont couché ensemble plusieurs fois à l'adolescence, mais comme ils s'accordent une espèce de getaway d'un après-midi dans un hôtel. Ils prennent le métro vers quand même loin, puis ils se pognent un hôtel, tu sais. Puis ils couchent ensemble, puis tu fais... Mais cette scène-là, ce moment-là où tu fais... J'ai 3 heures, 4 heures, genre. Cette espèce de scène-là, ce moment-là de vie où tu fais à quel point les minutes sont importantes. Ouais. Comme, tu sais, comme, moi, ça me fait vraiment penser à ça, tu sais, je me dis vraiment, tu dois tellement savourer toutes les secondes de cet amour-là que ça fait. Même si c'est pas au top de tes attentes, tu l'as fait quand même, là. Oui, puis en même temps, ça peut pas l'être. Ça fait tellement longtemps qu'ils s'attendent. Oui, c'est interdit. Ça fait tellement longtemps qu'ils s'attendent. Ils décident de le faire quand même. Il y a quelque chose de comme... C'est complètement fou. C'est vraiment du next level. Puis justement, de faire comme... Elles vivent ça. Puis à la fin, ils se rhabillent. Puis tu ressens la tristesse de comme... Mais pourquoi on peut pas vivre ça? Tabarnak, tu sais, comme à quel point c'est... Puis là, je retourne voir mon mari, c'est quoi ma vie, tu sais, ça peut pas être ça, tu sais. Elle sera pas heureuse, là, le soir, non. là. Non. Puis elle aura pas... Il y a peut-être de la culpabilité parce qu'il y a du mensonge, mais elle sera pas heureuse de se retrouver dans cette maison-là. Non. Et ce qui est beau de ce film-là, aussi, c'est que... Donc, c'est ça, là, elle lui dit, tu sais, à son mari, puis là, son mari sait, puis il comprend que là, c'est trop pour elle, puis tout, puis il comprend bien que, genre, le fait qu'elle lui dise « j'ai toujours été comme ça », puis ça va pas changer. Ouais. Mais là, la fille, elle décide, la photographe décide de faire « bon, là, maintenant, tu peux pas te séparer », puis tout, parce qu'il y a un bout où Rachel McAdams est comme « je peux pas me divorcer », puis ça marche pas comme ça, tu sais. Puis lui, en plus, il est avec de devenir le rabbin en chef, là, fait que, tu sais, ça va pas bien, sa vie, là, tu sais, c'est mal parti. Mais finalement, elle lui dit, puis elle fait « je pense qu'on peut pas être mariés, on peut pas », tu sais, puis... Elle demande, genre, je veux que tu me laisses ma liberté. Genre, give me my freedom. Genre, j'ai besoin que tu fasses ça. Puis lui, au début, il dit non, tu sais. Puis là, à la cérémonie où il est supposé devenir le rabbin en chef, c'est un peu pour faire la passation du père de la fille avec qui sa femme le trompe, finalement, là, tu sais. C'était beaucoup, là. Il est quand même ça bon. Ça sent bien shakespearien, c'est tout ça, là. Puis à cette cérémonie-là, il les regarde, puis il dit, genre... T'es free, you're free. T'sais, il regarde dans les yeux, puis il fait tu peux partir, c'est correct, j'ai compris. Puis il fait comme on devrait tous pouvoir être free. Fait que j'ai aimé cet aspect-là du rabbin en chef. Que, au début, il y a tu le vois à toutes les étapes, il y a son orgueil, il y a le tabarnak, parce qu'il se fait beaucoup juger. Là, parce que quand la fille elle revient, puis là, il se french un peu partout dans la ville, évidemment, il y a plein de monde qui font du gossip, puis son copain tabarnak, j'ai revu, puis tout le monde le savait qu'ils ont déjà eu une histoire lesbienne, puis ça avait été caché. T'sais. Fait que là, tout le monde les surveille, évidemment. Là. Fait que là, lui, il se fait beaucoup juger, puis il se fait dire « Hey, ma maison, je la tiens en ordre. C'est beau, la gang. Là. Arrêtez de me juger. Là. Ce qui se passe chez nous, ça me regarde. Ouais. » Mais finalement, qu'ils finissent par faire « C'est bon, vas-y, vive ta vie. » Puis en plus, elle est enceinte. Wow. Elle est enceinte de son enfant à lui. Okay. mais elle dit genre « Moi, je suis née ici, j'ai pas eu le choix. Je veux que mon enfant choisisse s'il veut être juif orthodoxe ou non. » Okay. Fait que lui, il finit par faire OK, mais ça, j'ai trouvé ça beau aussi, que ça finit pas avec une masculinité toxique. Puis ça finit avec un câlin à 3. Tu sais, genre, ils sortent dehors, puis les 2 filles, tu sais, ils ont tellement été amis quand ils étaient jeunes, ils ont tellement traversé de trucs ensemble, puis tu comprends qu'il est comme c'est correct, je comprends. Que malgré tout, une amitié oui. qui peut pas mourir entre les 3. Là. C'est ça. Ouais. Mais fait que j'ai vraiment trouvé ça beau, puis tu sens pas que c'est cheesy. Tu sens vraiment qu'il est content. Il fait comme. Hey, je le sais que c'est pas moi le problème, c'est vous aimez, puis c'est ça la vérité. C'est ça. On devrait tous être free, ça finit vraiment comme ça, tu sais, puis c'est ça. Tes 3 films ont ça en commun, de personnes rejetées qui émergent, tu sais, des gens qui ont été traînés dans le bout, qui reviennent, qui font des gros comebacks, puis qui arrivent à retrouver leurs ailes ou à faire des équipes vainqueurs ou retrouver des femmes. Tes 3 films sont reliés par ça. C'est vrai?
Qu'est-ce J'avais que ça même dit pas sur toi? réalisé. C'est le moment thérapie de C'est l'épisode. vrai? Ben écoute, Guillaume, tu m'en parles. Ben, ça fait du... J'imagine que ça me rejoint un peu par toutes mes histoires familiales, mais aussi mon parcours, j'imagine, d'humoriste. Par un 9 ans, livrer du poulet, plus que 9 ans, je pense même. Là. Oui. Mais par un 9 ans de je regarde Corinne Côté, je veux faire de l'humour, je m'en empêche, puis à un moment donné, whoops, si ça marche plus, il faut que je le fasse. Là. Oui, de se permettre ça aussi, je pense que ça a un peu lien avec ce que j'ai vécu probablement, de faire, tu sais, l'humour, ça m'a tellement fait peur, puis de faire un peu comme les deux filles dans Désobéissance, ça fait tellement peur de ressentir que tu as besoin de faire quelque chose que tu penses que t'es juste de te pitcher là-dedans puis de faire « Oh my God ». Tu sais, le fameux « Qu'est-ce que je crisse pour vrai ». Tu sais, avant d'embarquer sur scène d'un début, là, le moment où j'étais dans les coulisses puis je me disais « Mais qu'est-ce que je calisse ici Pourquoi j'ai besoin de vivre ça? » T'en as des plus jeunes qui sont déjà en train d'être établis. Oui. T'en as des plus vieux qui sont amers et aigris parce que ça n'a jamais vraiment marché, puis tu te retrouves en dessous, puis tu fais « Je suis où là-dedans? » là? C'est ça. T'arrives à 30 ans dans un bar où tout le monde a 19, genre, pis t'es comme... Puis t'as Charles Brunet Oui, qui est c'est là. ça. Puis t'es comme, je peux pas faire ça. Non, je ne peux pas. Puis tu te plantes, puis c'est difficile, tu sais, puis t'as des shows avec des conditions dégueulasses, puis tu fais genre, pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai besoin de faire ça? Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est la meilleure chose que t'as vécu dans la vie. Ouais. Parce que c'est mieux te planter devant 75 personnes que d'arriver avec une commande de poulet chez un monsieur qui est en train de se masturber. C'est exactement ça. C'est 100% ça. Ouais. Oui. Qui est en bobette, puis t'es juste comme, OK, visiblement, ça brassait. il était pas juste dans le corps cuisse. C'est arrivé plus vite que prévu. Il avait entamé sa poitrine avant. Écoute, on va faire une petite pause là-dessus. Au retour, la quête pour détruire l'anneau aurait été de courte durée pour toi. La vallée du Mordor, de Lord of the Ring, de Fellowship of the Ring. Il y a 2 fois Ring dans le titre. C'est pas le genre de trail sur lequel tu t'aventures. Et on va plonger tête la première dans les mauvaises intentions avec Cruel Intentions. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, je tiens à remercier les personnes suivantes. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, John Vanasse, Jonathan Gauthier, Lucie, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Eric Biron. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Jessica Chartrand, avec qui, en première partie, on a jasé des films Moneyball, Maleficent et Disobedience. Ton film détesté maintenant, c'est The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, un film de 2001 réalisé par Peter Jackson, qui met en vedette les hobbits, les orques, tout ce que je ne saurais nommer. Je ne suis pas Charles Beauchesne, mesdames et messieurs. Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin, Kate Blanchett, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, et la liste continue. Qu'est-ce que t'as pas aimé de Lord of... Est-ce que c'est le seul que t'as vu ou t'as vu les 2 autres après? Parce que quand tu m'as écrit, t'as dit Lord of the Ring 1. Oui, parce que j'ai pas vu les autres. Ok, parfait. Donc, allons-y avec le 1, qui est le seul que j'ai vu moi aussi. Ok. Ben, c'est parce que, tu sais, quand il y a des gros phénomènes comme ça, on dirait que tu comprends pas pourquoi t'embarques pas dans le bateau, tu sais. Fait que là, moi, j'aime pas les films, tu sais, moi, l'univers de Marvel puis tout ça, ça me rejoint pas, puis j'ai bien essayé, là, tu sais. J'ai vraiment... Harry Potter, j'ai full embarqué. Fait que là, je me disais, c'est Lord of the Rings, c'est fantastique, mais ça se peut que j'embarque si j'embarquais dans Harry Potter. Peut-être Maleficent, t'as embarqué, qui est du gros fantastique absolument. aussi.
Absolument. Pardon. Fait que là, j'ai vraiment fait, OK, je vais essayer de l'écouter. Je l'ai écouté une fois et je me suis endormie et j'ai trouvé, tu sais, avant que je m'endorme, c'est rare, je m'endors sur un film. Là, souvent, je suis comme, hey, je vais voir la fin, là, je t'investis, tu sais. Ouais. J'ai trouvé ça d'un ennui mortel. Là. J'embarque pas en tout, puis ça fait longtemps. Là. Je pense que je datais un gars, là, justement, lui qui tripait là-dessus, puis il m'avait dit, faut que tu l'écoutes. Y avait-tu des épées sur son mur? Non, mais il faisait du motocross. Ah, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent avec du gaz d'avoir des épées sur un mur. Ouais, fait que c'est ça. Puis j'ai trouvé ça tellement plate, là. Mais il y a quelque chose qui me fâche là-dedans, de pas être capable d'avoir tous ces référents-là de Star Wars, de Lord of the Rings, de que je suis comme... de tout ça. Oui, j'aimerais vraiment ça, là, tu sais, mais je suis comme, mais ça m'intéresse pas, puis j'ai de la misère à saisir pourquoi Maleficent, ça fonctionne, pourquoi Harry Potter, ça a fonctionné. Peut-être la trame plus Harry Potter émotionnel, oui et non, là. Peut-être plus... jeune, t'es adolescent, tu devenir un sorcier. Là, c'est un peu ancré dans notre monde aussi, en parallèle. Là, il y a des référents qu'on comprend. Oui, c'est vrai. C'est ça. Puis Maleficent, ça part quand même d'un film de Disney. Il y a quand même des repères qui sont là. Oui. Mais... Fait que tu l'as cassé et tu as juste fait « Hey, non. » Oui. Puis c'est ça. Mais je me rappelle vraiment que tout le long, c'est bien fait. Les acteurs sont bons. J'haïs tout. Ah, tout est maîtrisé. Tout est en contrôle. Oui. Tout est le fun. Je comprends que c'est un chef-d'œuvre. Je le comprends dans ma tête. Là. Je le vois, mais je suis incapable. Ouais. Je comprends. Moi, j'aime ça quand ils sont dans le village des Hobbits au début. Je trouve ça le fun. Je trouve ça rassurant. Je trouve ça beau. Ils font des parties. Ils font des feux d'artifice. Puis après ça, ils s'en vont. Puis je fais... Ah. Ouais, c'est ça. Ah. C'était... OK. Moi, je reste au village. Ouais, je ris, moi. Je reste au village. J'adore ça. moi, je suis la personne sur le quai qui envoie la main. Il part pas en bateau, mais tu sais, quand tu les vois partir en charrette, moi, je suis le petit hobbit, là, sur le bord de sa cabane, qui fait comme, on viendrait. Et moi, je reste on s'en verra un moment donné. J'ai des poules à les nourrir. Living my best life au village. C'est ça. Mais... J'ai ma petite maison en herbe. Pourquoi j'irais dans des sentiers de roches? Mais c'est exactement ça. Puis c'est... Oui. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de beauté là-dedans. C'est bien fait pis tout, mais c'est ça. Puis je me sens vraiment comme... OK, tu sais, il y a du monde au Québec, mettons pour faire un référent à l'humour, là. Ouais. Il y en a qui aiment pas Louis-José Hood. Puis tu fais... Tu sais, comme quand quelqu'un te dit, genre, moi, José Hood, je le déteste. Puis t'es comme... Mais qui dit ça? Pardon? Tu sais, comme à chaque fois... T'as déjà entendu? Ah ouais, j'ai déjà entendu. Bah oui, ouais. Puis tu sais, toi, dans ta tête, t'es comme... Mais moi, je me sens de même par rapport à... Je suis la personne qui aime pas Louis-José Hood en n'aimant pas Lord of the Rings. Tu comprends? Je me sens vraiment comme ça. Je me sens comme 95% des gens aiment ça. Puis moi, je suis la fille qui est comme... Je déteste ça. Ouais. Tu sais? Puis c'est le genre d'affaire que... Même si tu l'aimes pas, tu finis par avoir des connaissances là-dessus parce que c'est tellement présent, t'en entends parler, tu sais, justement... Tu sais, tout le monde sait c'est quoi un hobbit, là. Tout le monde... la fameuse phrase « mon précieux ». Mon précieux, le Mordor, le bonhomme avec l'œil, là. Bon, tu vois, là, c'est là que mes connaissances s'arrêtent. Le bonhomme avec l'œil. Ça me sécurise de savoir que t'as pas aimé ça. Déjà... Ah ouais, puis là, j'entends des auditeurs qui me disent « C'est lui! » Je suis comme, je le sais pas. Et pas vous. Je me souviens pas c'est quoi son nom. C'est pas... Non, Mordor, c'est la vallée. Mais en tout cas... Mais tu sais, Gandalf, Gollum, ça fait partie de la culture comme Luke, Leia, Darth Vader. Tout le monde sait c'est qui Darth Vader. Tout le monde a l'image. Je trippe un peu... J'aime plus Star Wars, j'ai plus une affection, mais c'est ça, c'est des phénomènes culturels que... C'est vrai que ça fait mal quand t'arrives pas à embarquer, puis... Encore là, pour revenir à l'humour, c'est quand même un milieu souvent très geek et très nerd. Là. Il y a beaucoup d'humoristes qui se rejoignent pour aller jouer à Donjons et Dragons. Puis c'est correct, c'est cool. Ils vont jouer au hockey ou... Bon, jusqu'à quel point le hockey, c'est nerd. Oui, quand tu as beaucoup de connaissances sur le hockey, ça peut devenir nerd. Oui. Mais juste faire comme... Je comprends pas. Mm-hmm. Quand j'étais à l'école de l'humour, il y avait une gang qui ne se parlait que de hockey. J'ai des connaissances sur le hockey, là. Alexandre Daigle, je sais c'est qui. Il y a des petites affaires que je vais connaître. Mais si tu me demandes c'est qui les joueurs actuels du Canadien, aucune idée. Aucune idée, ouais. Aucune idée. Fait que là, de les voir suivre le repêchage, suivre
qu'est-ce que le DG du Canadien a décidé. Il écoutait les chaînes de sport, puis j'étais comme... Je peux pas être là. Non. Je peux pas être assis à votre table. Je comprends, puis j'ai pas l'intérêt de savoir. J'ai pas... Savoir, suivre la journée du repêchage. Oui. Je suis comme... Ben, je peux aller au marché Jean Talon aussi, là. Tant que ça. Mais ça veut tout... J'aime vraiment ton utilisation de « je peux pas être là ». Ouais. Je ne peux physiquement pas. Non, c'est ça. C'est trop. Parce que j'aurais même pas un sentiment de l'imposteur parce que je suis un imposteur, tu sais, puis je peux pas faire semblant, je peux pas inventer des noms, là, tu sais, ils sont là à parler de Costitine, Kotkaniemi, tout ça, puis je peux pas arriver comme Krimbin. Ah ouais! J'étais comme, va-t'en. Ouais, parce que ça paraît tellement quand tu connais rien au hockey puis tout le monde parle de drafter telle personne puis genre ouais mais c'est un ailier gauche puis t'es comme sacrément, je sais-tu moi gauche. C'est ça. C'était quoi ça? Mais de quoi t'es nerd? De quoi t'es geek? Oh, de quoi je suis geek? Je le sais pas si je suis geek de quelque chose. Je me suis pour la longueur de ma réponse, là. Je sais pas si je suis geek de quelque chose. Ça se peut aussi, ça se peut. Mais non. C'est comme un domaine sur lequel tu dis ça, j'ai des connaissances qui me servent à rien. Je pourrais en parler longtemps. Sûrement que ça va me popper, là. À un moment donné, je vais faire, ben oui, ça, esti. Ouais. Mais... Ou c'est ta blonde là, qui va te dire, tu parles encore de ça. Là. Oui, ouais. Mais je sais que, comme, mettons, la musique, là, ben, j'ai des plaisirs coupables, là, mais j'aime beaucoup les vieilles affaires, les vieux bands, tu sais, comme Heart, là. Ah ouais, ok, ouais. Je suis allée les voir au Centre Bell, puis je connais quand j'aime quelque chose, je connais toute leur histoire, les hommages, que c'est Led Zeppelin qu'ils ont mis ça à map, puis ils ont fait la première partie de Led Zeppelin, puis c'est ça qui est comme tout ça m'intéresse, je connais tout, là, tu sais, leur affaire, j'ai tout lu, tu sais. Fait que on dirait que ça, je m'intéresse là-dessus. Sur Heart. Sur Heart, là, ouais. Pourquoi j'ai buzzé sur eux autres, j'ai aucune idée. C'est quoi les tunes connues de Heart? Je pourrais même pas te dire. Alone, qui est vraiment, selon moi, une des meilleures. Mais ils ont fait une version, si jamais tu veux les découvrir. En fait, c'est 2 sœurs, ces filles-là. Puis c'est les sœurs Wilson. Dans le fond, ils ont commencé du rock à l'époque de Led Zeppelin. Ça te donne une idée, là, c'est quand même... où c'est un milieu très, très homme. Ouais. Fait que c'est ça que j'aime aussi. Des hommes qui chantent très aigus. Absolument. Habillés de manière androgyne. Absolument. Mais qui sont misogynes. Oui. et Led Zeppelin les a vus en show, ces filles-là, puis ils ont fait « Vous êtes trop bonnes, ça n'a pas rapport, nous, on va vous aider. Puis ils ont fait faire leur première partie qui est à Seattle, je crois. Oui, c'est à Seattle. Puis, tu vois, je suis un peu geek. Oui. Là, on le découvre. C'est ça, ouais. Bon, tu vois, c'était ça le créneau. Puis, je trouve ça cool, tu sais, de faire comme c'est Led Zeppelin, câlisse. Et le plus gros band de cette époque-là, des années 70, là. Et Led Zeppelin ont été intronisés au Temple de la Renommée, au Kennedy Center, et tu peux taper ça sur YouTube. Heart a fait une version de Stairway to Heaven. Ah ouais. À leur intronisation. Et, tu sais, Robert Plant pleure, là. À chaudes larmes. Il y a Barack Obama dans la salle, et c'est le gratin. Je pense que je l'ai vu. Et c'est là, et tu vois toute la puissance. Il y a un chœur musical aussi en arrière, mais comme, tu sais... vraiment, les performances des filles, c'est des excellentes musiciennes. Elle a une voix, dans le fond, la chanteuse, elle a une voix qui est très rare, là. C'est une petite voix puissante. Son autre sœur, elle a une voix plus de cendrier, un peu, mais c'est une guitariste, c'est la 7e guitariste, meilleure guitariste féminine au monde. C'est vraiment des très bonnes musiciennes. Puis, fait que, tu sais, elles se complètent bien. Puis leur voix ensemble, le fait qu'une a une voix un peu de cendrier, de vraie rockeuse, puis l'autre, elle a une voix d'une puissance... c'est tellement beau, moi, les chœurs de sœurs, là. Je sais, ça se dit mal, là, mais comme les sœurs Boulay ensemble, tu sais, comme toutes des bands de sœurs ensemble, il y a quelque chose dans la voix qui ça vient me chercher loin. Puis c'est ça, fait que ce band-là, j'étais jeune, là. Je me rappelle, mon père il écoute beaucoup de musique variée, mettait ça, puis j'avais une obsession. Fait que sont venus au Centre Bell, il y a 2 ans, j'ai amené ma blonde, elle connaît rien de ça, elle est genre, what the fuck? Puis finalement, tu vois, elle a embarqué, c'était vraiment cool. Elle a compris. T'es-tu déjà senti mal de pas aimer Lord of the Rings? Oui. Mais c'est encore mal de ça. Parle-moi de ça. Je veux tout savoir. Ben, c'est ça, le fameux phénomène de faire « Qu'est-ce que je comprends pas? » Ouais. Tu sais, puis je me sens vraiment comme les gens qui voient bien que Louis-José Hood, c'est un esti de succès, là, puis que
c'est ça, puis tu fais comme, mais que j'ai pas compris, tu sais, Ouais. parce que Louis-José, il y en a que, tu sais, comme moi, personnellement, Louis-José, c'est pas nécessairement la personne qui me fait le plus rire. Oui, il me fait rire, mais je le vois, puis je suis tellement Mais il y a bon, un respect à avoir. pour- tellement bon, tellement intelligent, tellement créatif, que tu sors de là, même si j'ai pas ri aux larmes, j'ai ri, là, c'est un spectacle d'humour, mais j'ai trouvé ça intéressant, puis d'un niveau créatif qui est loin, là, tu sais. Ouais. Puis je comprends tout son talent, mais que, tu sais, les gens, de faire comme, c'est moi qui est cave, qui comprend Ouais, pas le talent parce que de cette personne. Quelqu'un me dirait, j'aime pas l'humour de Mike Ward. Je comprends. Oui. Je comprends. C'est Oui. pas pour tout le monde. Mais Louis-José, c'est genre, c'est l'autre catégorie parce que tu fais, ouais, tout le monde aime Louis-José. là. Oui, Ça se peut pas ne pas l'aimer. c'est ça. Fait que la personne doit faire comme. Fait que c'est moi le problème. Moi qui est capable de pas comprendre, au moins respecter sa création. T'sais. Fait que là, tu fais. Mais c'est un peu ça que je me sens avec Lord of the Rings. Je me dis, genre, c'est moi qui respecte pas le. Qu'est-ce que mon cerveau comprend pas? Qu'est-ce que ça va pas chercher? Parce que c'est des gros succès, là, tu sais, c'est des succès monstres, là, comme presque unanimes, genre. Puis là, tu fais, comment ça, moi, j'ai pas compris ça à l'adolescence, Lord of the Rings. Quand j'ai reçu Thomas Levac sur le podcast, lui aussi, c'était son film détesté. Lui, c'était la trilogie au complet. OK. Qu'il a pas aimé. Il pouvait pas juste ne pas aimer le 1. Là. C'était l'ensemble. Mais il les a tous, ça fait rire qu'ils les a tous, et moi, j'ai fait, ça se poursuivra pas. Mais il disait, c'est la plus grande opportunité manquée de faire la meilleure allégorie gay au monde. C'est tous des gars. T'as des bears. T'as l'elfe. T'as les petits bonhommes poilus. T'as le vieux monsieur avec sa barbe. Ils sont gays. Oui, c'est ça. Ils devraient être gays. Ça serait bien meilleur comme film. Définitivement. Je peux pas te contredire là-dessus. C'est... Oui. Avec toute la relation entre Bilbo puis je me souviens plus lequel, là... qui arrête pas de s'envoyer des regards. Tu sais, ça reste une gang de gars qui sont comme, on a un bijou. C'est vrai. Oui, juste cette phrase-là. Ouais. Ils sont prêts à tout risquer pour un bijou. Là. Pour un bijou. Juste, pour vrai, coucher ensemble, les gars. Oui. Puis genre, ça va, vous allez avoir plein C'est d'autres ça. activités qui vont s'ouvrir à vous. Là. C'est Sauron, celui que je cherchais depuis tantôt. Ah, ça le t'a gros popé. œil, là. Ouais, c'est Sauron. Mais allez coucher avec Sauron, puis Oui. ça va être réglé, là. Faites un esti de power, là, puis vous Ouais, allez débloquer sur d'autres affaires. Là. Ouais. Gandalf fume toujours une pipe. Mettez quelque chose là-dedans. Mettez de la drogue. Hey, c'est sûr qu'il y a plein de champignons dans ces forêts-là qui sont hallucinogènes. Prenez des champignons. Passez une nuit ensemble, les gars. Puis il n'y aura plus de problème d'anneau de celui qui veut les contrôler. Là. Ben oui. Puis si c'est leur king qu'il y en ait un qui les contrôle, let's go! Ben oui. Ben oui. Oui. Mangez-vous le bat en chum. Il n'y en a pas de problème, tu sais. C'est ça, le Seigneur des Anneaux. Puis ça serait tellement cool que des films de cette envergure-là, ça finit qu'ils sont gays, pis t'es juste... Oh. Tu sais, pour que le gars chez eux, qui est un peu homophobe ou beaucoup, là, tu sais... Mais il après aime... 3 films! Oui! Après 3 films, il est juste... Ah ben, calisse, esti. Je veux que les Marvel finissent comme... Je suis un fan des Marvel, ça fait Oui. 25 films que je me claque des Marvel. Captain America. Puis à la fin, c'est ça, ils sont tous comme... Pas besoin de se battre. Là, ça devient en gros, sans giga, puis je suis comme... Oh non, je me suis fait avoir. Hey, tu verrais tous les gars qui ont des chandails de... ça, là. C'est juste, ça finit de même. Ça serait écœurant comme statement. T'as juste genre, à la première, t'as juste les producteurs de Marvel qui sont comme, by the way, à la fin, il y a une surprise, mais parlez-en pas. Gardez ça pour vous. Puis là, nos gros nerds anal vont y aller. Mais on leur dit pas, là. C'est notre secret. Puis tu gardes le secret. Puis C'est tellement bon, là. Ça J'aimerais serait ça. parfait. j'aimerais ça. Tu vois, là, j'irais. Là, je me retaperais pour... Ouais. Tous les 30 films de Marvel Oui. pour arriver à celui qui est gay. Il est trans, genre. Oui, Ça serait encore trans. next level. Ils Ça sont serait... capables d'accepter qu'un gars nerd devienne une grosse montagne de roches vertes. Oui, C'est sûr qu'ils peuvent accepter tout après ça. Ah, absolument. Ça devrait être ça. ça devrait être ça. Ben oui. Passons à ton plaisir coupable qui est Cruel Intentions. C'est un film de 1999 de Roger Campbell qui met en vedette Sarah Michelle Gellar de l'époque Buffy contre les vampires, Ryan Phillip de l'époque où il y avait une carrière, Reese Witherspoon de l'époque où les gens pensaient pas qu'elle allait avoir une carrière, et Selma Blair qui aussi avait une carrière, puis je pense qu'elle l'a encore.
C'est quoi Cruel Intention? Ça sonne très... J'ai vu ça au secondaire. Bon. Encore là, je m'excuse pour mes choix un peu lesbienno-érotiques, là, mais c'est ça. Dans le fond, tu l'as dit, là, Sarah Michelle Gellar, Buffy. C'est exactement mon adolescence, c'est exactement mon éveil sexuel, là, je mentirais pas. Puis moi, ça reste un running gag, parce que moi, quand j'ai les mêmes amis depuis que j'ai 12 ans, okay? Moi, j'étais obsédée par Buffy, là. Obsédée, là, tu sais. Quand Willow a fait son coming out, t'étais-tu contente? Oui. Mais encore là, je tripais tellement sur Sarah Michelle Gellar. Là. Moi, c'était tellement elle. Willow, elle me faisait rien, mais je trouvais ça cool qu'il y avait des lesbiennes. Je me rappelle que j'étais comme, c'est cool que ce soit ça. Puis, mais moi, j'avais des posters dans ma chambre. C'était que Sarah Michelle Gellar. C'était que Buffy, tu sais. Il n'y avait aucun poster de Angel ou de Spike, là, tu sais. Fait que mes amis étaient juste comme... Quand j'ai fait mon coming out, puis ils étaient juste, on s'en doutait, tu sais. Puis moi, j'étais comme... Hein? Ça m'a comme surpris qu'ils s'en doutaient. J'ai comme commencé, j'étais comme, mais t'avais des posters de femmes dans ta chambre. Tu sais, que Sarah Michelle Gellar. Que je payais pour, tu sais, j'allais au HMV, mettons, là, puis j'achetais les posters du HMV, là, qui coûtaient quand même, je sais pas, 10$, là, tu sais. Ouais. Puis j'étais genre, pas sûr du magazine Cool, là. J'en voulais des vrais roulés que tu vas mettre de la gommette, puis c'est ça. C'est ça, Guilla, tu comprends, tu sais. Puis, fait que là, fait que ce film-là est arrivé, puis c'est vraiment un plaisir coupable parce que tu regardes aujourd'hui, je pense que ça a un peu mal vieilli, là, ce film-là. Je sais pas, ça reste un demi-frère puis une demi-sœur qui font un deal qui vont finir par coucher ensemble. Oui. Il y a quelque chose de mal, déjà là. Il y a un site web qui est dédié à peu près à ce genre de scénario désormais. C'est ça. Hébergé à Montréal. Oui, on n'aimera pas. Faites vos recherches. Mais vous savez. Oui, c'est ça. Ouais, vous le savez. C'est ça. Pour citer une bonne joke de Tom Levac qui a écrit genre hey, ce qu'on aime de YouPorn, ce qu'on aime de la porn, c'est du monde qui couche ensemble. Vous pouvez enlever l'inceste là-dedans. Là. C'est vraiment le corps des gens qui nous excite. J'avais trouvé ça écœurant. Là, c'est sûrement mal cité, mais en tout cas, bonne joke de Tom. Ouais. Bref, puis oui, c'est ça. Tout ça, quand tu repenses à ça, tu fais ouais, c'est un peu de l'inceste, là. Il y a quelque chose de c'est wrong. Ouais. On se mentira pas, il y a beaucoup d'intimidation. Ils prennent une jeune fille qui est conne, disons-le. Là, qui est jouée par Reese Witherspoon. Oui, mais elle est pas conne, elle est plus naïve, mais Selma Blair, elle joue un peu une nounoune, là, tu sais, puis elle veut coucher avec Ryan Phillip jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce que ça la tue, là, tu sais, puis fait qu'il l'utilise pour arriver à son pari, puis il utilise tout le monde là-dedans, ça finit mal, mais ça finit que finalement, tu te rends compte que Sarah Michelle Gellar prend de la coke, puis finalement, lui, il rédige un journal, puis même s'il a manipulé tout le monde, à la fin, il tombe en amour avec Reese Witherspoon. Ah, ben oui. Qui, à ce moment-là, est enceinte de leur première fille, pour vrai, dans le film. Puis, parce que ceux qui ne savent pas, Reese Witherspoon et Ryan Phillip ont été mariés pendant longtemps. Puis là, ça finit que, dans le fond, elle finit par faire... lui, il meurt, puis Sarah Michelle Gellar, elle passe pour le... Puis tout s'écroule, là, leur affaire, tout s'écroule. Puis c'est ça. C'est une famille très riche new-yorkaise. Les parents sont pas là. Fait que les deux sont dans une espèce de condo qui vaut des millions de dollars. Ils ont une bonne... genre, tu sais, ça va pas, là. C'est la misère des riches. Ouais, il y a une Jaguar. Puis ça fait partie du bet. S'ils réussissent pas... Si lui, il réussit pas à coucher avec la fille qui veut garder sa virginité avant d'être mariée, puis tout, Sarah gagne... sa Jaguar. Fait que ça te donne une idée de la trame du film. Si lui gagne, il couche avec Sarah Michelle Gellar. Qui est sa sœur, techniquement. Ouais, sœur demi-sœur. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que tu deviens frère et sœur depuis un bout que... Tu sais, comme à la seconde où tu habites avec quelqu'un, puis vos parents sont ensemble, puis vous faites des sorties de famille, puis tu sais, je suis comme... Il y a un moment donné, là, où c'est un lien fraternel. Là, ouais. Même si vous n'avez pas de lien de sang. Puis pourquoi c'est un plaisir coupable? Parce que c'est cheesy, tu sais. Puis je pense que j'ai trippé là-dessus parce que les acteurs sont incroyablement beaux dans ce film-là. Ouais. La tension sexuelle est bien présente tout au long de ça. Il y a quand même un fameux baiser échangé entre Sarah Michelle Gellar et Selma Blair qui ont gagné un prix pour le meilleur baiser au cinéma. Au MTV Movie Awards. Oui, c'est ça. Fait encore là, on sent le pourquoi j'ai trippé sur ce film-là un peu trop. Là. Tout était là. Je sais pas, explique-moi pourquoi, je comprends pas. Oui. Et c'est ça, moi, Buffy, je trippais dessus. Et là,
elle était blonde. Et là, dans ce film-là, elle est brune, Sarah Michelle Gellar. Et je capotais. Genre, c'était comme next level. Je la trouvais magnifique. Elle était comme ténébreuse, mystérieuse, fucking bitch, une esti conne dans ce film-là. Là, tu sais, zéro mon genre de fille, manipulatrice pis tout. Mais reste que, mettons, si on ne parle que physiquement, je dois avouer que j'étais en amour total avec elle dans tout ce qu'elle faisait. Là. Est-ce que ta blonde ressemble à Sarah Michelle Gellar? Non. OK. je voulais savoir. Non. Mais... non, tu vois, non. Puis là, aujourd'hui, Sarah Michelle Gellar, il y a pas long, j'ai fait le move de ne plus la suivre sur Instagram. Ouais, rendu bizarre, hein? Je sais pas. Rendu étrange. Je sais pas que... Ouais, j'ai fait « Hey, non, là, c'est bizarre. » OK. Pourquoi? Parce que j'ai juste entendu des amis dire ouais, non, faut plus la suivre, Sarah Michelle Gellar, oui. c'est weird. Je sais pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Puis je penserais, je peux pas te dire moi non plus, mais je trouvais qu'elle postait beaucoup de selfies bizarres. Puis comme, à un moment donné, j'ai juste fait « Hey, non, là, c'était des drôles de... J'aime plus ta proposition. » OK. Tout aussi simple que ça. J'ai plus le goût de voir tes stories. Ça m'intéresse plus. Elle, puis, voyons, c'est quoi son autre chum qui était très populaire à la même époque? Freddie Prinze Jr. Bon. Ils sont ensemble depuis je sais pas combien. Ça fait genre 20 ans. 20 quelques années. Ouais, famille parfaite. Il y a que de quoi. Ça marche. Ils sont connus sur le tournage de Scooby-Doo. Ah, oui! Oui. Film que j'ai vu aussi beaucoup trop souvent. Mais, ouais. Mais c'est ça. Ils sont magnifiques là-dedans. Reese est super belle. Tout le monde est bon. Ils sont très, très bons. Ça reste un bon film. Ça reste... Est-ce que j'étais naïve puis jeune? Oui, là, tu sais, mais je trouvais que c'était une bonne histoire, c'était captivant comme film. Tout. Puis c'était encore un plaisir coupable dans le sens que, tu sais, j'ai eu le DVD longtemps, là, maintenant j'ai plus de lecteur DVD. Mais c'est pas rare que des fois je me le tape. Là. OK. Comme de faire comme, ah ouais. Ouais. Puis je le connais par cœur, là. À ce point-là? Ben ouais, quand même pas pire, là, tu sais. Puis il y a des scènes que je suis comme... Il y a une scène où Sarah Michelle Gellar, elle monte sur son frère pour le teaser un peu, pour essayer de genre... Puis je suis comme, c'est dégueulasse. Tu sais, moi, j'en ai des demi-frères, j'ai des demi-sœurs, là. Ouais. Je suis comme, c'est dégueulasse. C'est inacceptable. Tu sais, ça se fait pas. Imaginez. Fait que maintenant, je regarde ça puis ça me fâche un peu. Fait que c'est pour ça que c'est devenu un peu un plaisir coupable, parce qu'il y a vraiment des scènes où je suis comme, ben non. Ben non. Mais que t'as un plaisir à voir quand même. Pas un plaisir... charnel ou quoi que ça, mais juste faire comme ça fait partie du film. Oui, et il faut dire que la musique dans ce film-là... Ouais, la trame sonore a été vendue, ils ont vendu plein de CD de ça. Là. Oui, il y a The Verve qui a fait Bittersweet Symphony. Non, c'est une magnifique chanson, c'est un One Hit Wonder, c'est la seule. Mais ça les a propulsés de cette chanson-là. Comme, c'est magnifique. Et c'est ça, toutes les autres chansons, c'est vraiment bien choisi. Il y a Joshua Jackson... du temps de Dawson qui joue un gay là-dedans, vendeur de drogue. Il y a des bonnes passes, c'était un peu ouvert quand même, ça. Il y avait quand même un peu d'homosexualité, un peu d'ouverture sexuelle qui était quand même intéressant, j'imagine, je pense, de mes 17 ans, là, que je trouvais cool. Puis c'est ça, je trouvais que c'était quand même un bon film. Il y a beaucoup de beauté dans ce film-là. Je pense que c'est vraiment juste ça. C'est pour ça que ça me plaisait coupable, c'est que c'est vraiment... un film avec beaucoup de gens qui ont du cash, qui sont magnifiques, puis qui s'inventent des problèmes. Ouais. T'es-tu quelqu'un qui lance des défis ou qui aime relever des défis quand on est comme yo, pas game ou genre avec ta blonde, vous genre pas des jeux d'intention cruelle là, mais vous lancez-vous des défis? Non. Pas du tout? Non, je pense. Ou avec tes amis ou ça n'a jamais été cette dynamique-là? Non. Oui. Ouais, mais des défis de conne, là. C'est toujours dans le but de faire rire, mettons. Ça, oui. C'est dans le but de faire rire, oui. Jamais dans le malaise. Tu sais, comme, mettons, je ferais jamais des coups de téléphone ou ça me rendait mal à l'aise jeune, là. Ça, c'est... ça... Tu sais, comme l'émission Coup de cochon, mettons, là. Tu sais, j'ai avec Michel Desrochers, Guillaume Pinot puis Mathieu Pepper. Je les trouve vraiment bons, mais moi, ça me rend mal à l'aise de regarder ça, là. Moi, des pas game de même, mettons, non. Je ferais juste comme, non, je suis pas game. Ouais. Ah non. Les défis tata, c'était quoi qu'est-ce que vous faisiez? Bon, ben là... bon. Ben le plus... C'est vraiment cave, là. Moi puis une de mes amies, on se faisait souvent ça, comme on avait, quand on était... C'est tellement stupide, là, mon Dieu, je sais pas pourquoi je dis... J'aurais juste dit dire non. J'aurais arrêté l'épisode là. Bon. On avait le fameux... On se trouvait donc drôle de montrer notre craque de fesses, OK, dans des moments complètement inopportuns. D'accord. Tu sais, genre, mettons, on faisait un hike. On faisait souvent des hikes quand on était jeunes. Et mettons, on monte le Mont-Saint-Hilaire, genre.
Puis là, on est 4 filles, fait que t'as souvent 2 en avant, 2 en arrière, puis on était souvent les 2 mêmes en avant. Tu comprends? Puis là, maintenant, on était comme, ben, c'était culotte. Puis les autres, ils jasent. Puis là, tu sais, juste un esti de cul par rapport. Puis de faire comme, hey, checker les filles. Puis les filles se lèvent la tête, puis c'est juste notre cul. Puis nous, on trouve ça hilarant, tu sais. Mais on l'a fait à plein de sauces. Genre, mettons, en ski. Dans le chairlift, au glissado dans le chairlift à Saint-Sauveur qui te monte vers faire le rafting, genre. Puis genre, puis tu sais que t'as juste comme le dossier du banc, puis que tu vois juste 2 culs, puis on s'en revient devant, puis on se trouve over drôle, puis eux, ils rient de comme, c'est tellement stupide. Ouais. Puis c'est le genre d'affaire que t'es comme, pourquoi? Puis aujourd'hui, je revois ça, puis je suis comme... Personne ne devrait faire ça. Cours de natation aussi. Ouais. On est amis depuis trop longtemps. Je pense que c'est ça qui arrive. C'est que quand on est ensemble, des fois, il y a des affaires qui font que c'est inacceptable. Ouais. Ça se fait pas. Là. On n'aurait jamais dû faire ça, mais je suis comme... Le QI général revient à celui d'une personne. Oui, puis souvent revient à quand on était adolescent. Ça revient souvent, ça. Je comprends. Ça revient très souvent, tu sais. Puis genre, tu sais, comme mon ami, elle a encore ce gag-là de genre, tu sais, pisser la porte ouverte dans des moments où on est allé dans le sud avant la pandémie l'année passée, puis de faire comme quoi, puis là elle ouvre la porte, puis genre elle est juste en train de pisser sa bolle, puis on est juste, elle rit tellement de son gag que nous on rit, puis genre c'est plus drôle, c'est juste mais c'est la dynamique amicale. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais de pousser le cul, c'était comme le pousser de... Parce qu'il y a d'autres mondes qui subissent ça aussi. Là, c'est un environnement familial. Oui, en ski ou... dans le chairlift, il n'y a pas de juste... c'est sûr. Mais en même temps, ouais. Ah non, ouais. Puis tu sais, l'hiver, c'était froid, là. Oui. Puis il me semble qu'en ski, t'as comme beaucoup de couches à défaire avant de pouvoir montrer ta craque de cul. Oui. Je salue l'effort. Ouais. Je salue l'investissement dans le gag. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est de défaire tous les pantalons de neige, les jeans ou peu importe les pantalons, les bobettes, remonter le manteau, remonter le chandail de laine. C'est... C'est ça. Je l'aurais pas fait. Puis, ouais, c'est ça, il y a quand même un effort. Puis on arrivait souvent en haut du chairlift. On avait tellement ri qu'on arrivait en haut du chairlift, puis nos salopettes détachées un peu, là, tu sais. Puis c'était juste comme... Puis tu sais, c'est ça, à un âge vraiment là, que t'es comme, tu sais, on a 21, là, pour vrai, c'est un peu tard, là. Ouais, c'est ça, pour ce genre de gag-là. Je comprends. Ouais. Jessica Chartrand, quel plaisir de t'avoir eu sur l'émission. Ça a été un plaisir pour moi. Si on veut te suivre, si on veut te voir, si on veut t'entendre, on va où? On fait quoi? On télécharge quoi? Mon podcast, un peu plus le podcast, on a parlé en ouverture, c'est disponible partout, sur toutes les plateformes gratuitement. Sinon, vous avez toujours 4 épisodes d'avance sur Patreon et des trucs, si vous voulez m'encourager, exclusifs. Je suis aussi l'animatrice des soirées stand-up à l'Île Noire, à tous les samedis à Montréal, sur Saint-Denis, en haut du petit McDo douteux. Oui. C'est ça. Et c'est vraiment cool. Il va y avoir des trucs vraiment différents chaque semaine, des super bons invités. J'ai vu les gens qui allaient venir, ça va être vraiment des shows incroyables. Alors, venez, ça va être cool. Ouais. Puis, les gens qui sont abonnés à mon Patreon ont des rabais pour leurs billets à l'Île Noire. Sur les réseaux sociaux, Jess Chartrand sur Instagram, Jessica Chartrand sur Facebook. Super! Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Jessica Chartrand, on a Jasé de Fil.